Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce deuxième épisode. Je fais ça rapidement, de venir saluer tous ceux qui ont écouté le premier épisode. Je suis allé voir les chiffres juste avant d'enregistrer l'introduction. On dépasse les 10 000 téléchargements. Wow! C'est vraiment une entrée de saison 6 percutante et je sais que ça va se bonifier encore parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que la saison 6 est commencée. Youhou! La saison 6 est commencée. C'est donc aujourd'hui le deuxième épisode. Assez costaud. Il y a Godefroy Lorando qui va être là pour sa première chronique. Il y a un roman graphique qui sera à l'honneur. Je dirais un essai graphique. En fait, je ne suis pas le plus grand lecteur de romans graphiques, mais pour celui-ci, Résister et fleurir, j'avais pas le choix parce que c'est vraiment, vraiment une œuvre magnifique, extrêmement intéressante sur le plan du dessin, évidemment, mais sur le plan intellectuel, sur le plan des idées et la conception et comment ça s'est développé. Vous allez voir, c'est vraiment un très, très, très beau projet. Et on va aujourd'hui présenter le nouveau numéro de l'Inconvénient avec Sarah-Louise Pelletier-Morin et Mathieu Bellil, qui en plus voulait, et ça, c'était pas prévu, il a fait ça un peu à la dernière minute, il a écrit ça sur le coin d'une table, là, alors une chronique de presque une demi-heure sur les résultats de la partielle dans Jean Talon. Alors, et vous allez voir, on a eu une pas pire discussion, tous les trois, à ce sujet. Il va y avoir Godefroy Lorando qui va venir faire sa première chronique. Je ne vous donne pas le sujet, mais je vous donne peut-être un petit indice. McMasterville, Pierre Fitzgibbons. Mais en même temps, ça va être ça et autre chose. Alors voilà, c'est ce menu qui vous attend pour le deuxième épisode. Bonne écoute, tout le monde. Hein, Mathieu Bellil? Oui, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Moi demain. En partant Quel l'épisode bonheur. comme ça. Ben oui. Sarah-Louise. Bonjour Fred. Ça va bien? Oui, très heureuse d'être ici. Pelletier-Morin? Pelletier-Morin. Parce que je dis Sarah-Louise comme si on avait... Une Sarah-Louise au Québec. Ouais. Non, il y en a plus qu'une. On vous a déjà entendu ici, vous étiez venu présenter le livre Mythologie. Il y a 2 ans. Réflexion collective, à peu près, hein, c'est ça, ça fait 2 ans. Puis elle est déjà venue parler de l'inconvénient aussi, il me semble. Ah, c'est vrai aussi, oui. Et là, vous êtes de Elle a fait un retour. boulot du tonnerre. Oui, pour venir parler du nouveau numéro de l'Inconvénient. C'est rare que j'ouvre l'épisode avec une présentation d'un nouveau numéro d'une revue ou d'un magazine, mais Mathieu, vous allez faire en sorte que ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Parce que vous étiez prévu pour venir parler du magazine, mais là, il y a eu la partielle, le résultat de l'élection partielle dans Jean Talon. Et là... Ben, c'est qu'en fait, mardi matin, Fred, je vous ai écrit, j'ai dit, Fred, c'est totalement improvisé. Ouais. Est-ce que vous accepteriez que je vienne vous parler d'élection partielle? Rapidement, là, un 900 mots là-dessus. Ouais, là. Évidemment, vous connaissez ma propension. Je suis, disert, comme diraient les littéraires. Oui. Mais je salue votre agilité, Fred. C'est pas dans n'importe quel média qu'on pourrait comme ça improviser une présence. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je veux parler de l'élection partielle. Il me semblait que c'était de mise aussi parce que, il s'est passé des choses. Hein? Oui. Et depuis également. Alors, on va parler d'abord de la CAQ, qui sont les grands perdants de François Legault, les grands perdants de la soirée. Et ce qui me frappe dans le discours de François Legault, qui commence d'ailleurs avant que Paul Saint-Pierre Plamondon ait terminé le sien. Beaucoup de gens ont relevé le petit incident diplomatique ici. J'avoue. C'est qu'ils disent à sa candidate Mariannick Chouari, ce n'est pas toi, Mariannick, qui a perdu, c'est la CAQ et moi. Oui. Et c'est dans la CAQ et moi que j'ai entendu un étrange aveu. Mais attendez, vous savez que sur le bulletin de vote, c'était CAQ-équipe François Legault. C'était ça, hein? Ah oui? OK. Oui. Mais ça c'est drôle parce que... C'est pas très mis de l'avant, mais ça reste qu'il y a 2 entités. Là, c'est drôle parce que ça, c'est souvent un truc qu'on voit dans les élections municipales. Dans les élections municipales. Ouais. Et j'ai trouvé... Alors, bien sûr, il y avait quelque chose d'élégant là-dedans. On est avec une personne qui vient de perdre ses élections. On veut la réconforter. Mais il y avait aussi un étrange aveu, c'est-à-dire que c'est le « et moi » qui m'a frappé. Ouais. Comme si Legault, sans s'en rendre compte, faisait l'aveu du fait que la CAQ, c'est le parti d'un homme, François Legault, que tout est centré sur lui, que tout tourne autour de lui. Dans la CAQ c'est un peu ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est que dans la CAQ et moi, on entend presque la CAQ est moi. Oh! C'est-à-dire que Legault, et en fait, si Legault compte se représenter en 2026, contrairement à ce qu'il avait dit au début. Dit, hein? Je pense que c'est pas mal fait. Là, c'est pas mal fait. C'est que je pense qu'il s'est rendu compte qu'en fait,
il y avait personne d'autre, en fait, dans ce parti-là, vraiment, qui pouvait incarner la suite. Oui, qui pouvait incarner la... Et bon, alors, peut-être, en fait, j'irais plus loin, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, on pourrait dire un peu la même chose que le gouvernement, c'est François Legault. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il pourrait dire, même comme un certain Louis XIV à une autre époque, l'État, c'est moi. Oui. Notre PM a une conception très personnelle du pouvoir. Oui. Et je veux dire par là qu'il cherche à mettre sa personne de l'avant, à incarner le pouvoir comme une sorte de souverain, en distribuant lui-même les médailles, les bons points, en s'attribuant les victoires, les défaites. Et en appelant tout le monde par son prénom. Absolument. Et quand, d'ailleurs... Mais c'est pas anodin, hein? Non. Et quand donc, parce que ça témoigne d'une sorte de familiarité. Oui. Et d'une certaine... Comme par exemple, cette semaine, je pense qu'il a voulu un peu détourner l'attention en se présentant sur les réseaux sociaux avec Lise Dion. Hein, donc, j'ai pas vu ça. Alors oui, alors c'était Lise. Vous êtes beaucoup trop sur les médias sociaux. On est fiers, Lise, de souligner vos 35 ans de carrière. Ouais. Oui. Comme si, dans un sens, c'était une manière de dire l'État approuve cette vedette. L'État, parce que l'État, c'est moi. Alors, bien sûr, Louis XIV, lui, employait le « nous » de majesté. Ouais. François Legault, c'est le « on » de majesté. C'est un peu moins glamour. Ouais. Alors, autrement dit, quand il affirme à la fin de son point de presse que on va faire un examen de conscience, en fait, il parle essentiellement de lui-même. Oui. Et on a vu ce que ça donne parce que... Ça n'a pas été long, ça. Ça n'a pas été long. À l'évidence, il n'y a pas beaucoup de conscience chez notre premier ministre. En tout cas, on en fait vite le tour. Oui. Et c'est tout le problème de ce parti dont on comprend que c'est une sorte de coquille vide. Quand Legault comprend que son parti souffre d'un déficit, par exemple, en matière de culture et de vie intellectuelle, il ne se dit pas qu'il faut accueillir plus d'intellectuels. Non. Il ne se dit pas qu'il faut développer une politique ambitieuse, comme par exemple à une autre époque, un Georges-Émile Lapalme l'avait fait. Oui. Non, il ne se dit pas qu'il faut créer un comité de sages. Il se dit tout simplement que je vais parler des livres que je lis. Oui. Hein? Oui. Puis comme ça, tout le monde va pas savoir qu'à la CAQ, qui est une extension de ma personne, on aime ça les livres, on aime ça les artistes. C'est un parti qui n'a pas... On salue Kevin Lambert au passage. Oui, absolument. Et ça, c'était très intéressant d'ailleurs que Legault lui-même, on peut présumer que c'était lui qui répondait à Lambert, qui se met en jeu dans un débat avec un auteur qui était en désaccord, et à mon avis, de façon tout à fait légitime, en désaccord avec l'interprétation politique que Legault faisait. Mais j'ai l'impression que la COVID a fait illusion. C'est-à-dire que on ne s'était pas rendu compte à quel point, finalement, il n'y avait pas grand-chose dans ce parti-là. C'est un parti de gouvernement qui cherche moins à agir qu'à se maintenir au pouvoir. Oui. Et la volte-face spectaculaire, vraiment, de cette semaine à propos du troisième lien, participe de cette logique. C'est-à-dire que Legault n'a consulté, à l'évidence, personne, aucun de ses ministres. C'est tellement vulgaire. C'est vulgaire. Mais c'est-à-dire... Et là, je répète, quand je dis ça, c'est pas vulgaire, hostie de calice. Non. C'est de mépriser l'intelligence des électeurs de Québec d'une façon monumentale. Absolument d'accord. Peut-être a-t-il parlé à ses proches conseillers que ces gens-là sont payés 200 000, 300 000, 400 000 à même nos impôts pour jouer le rôle de spin doctor sur les réseaux sociaux et à la fois gonfler l'ego de leur patron et alimenter le cynisme. Parce qu'ils sont ultra partisans. J'ai rarement vu ça. Et la CAQ, moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus on sent que la CAQ, c'est une sorte de jouet entre les mains de ce premier ministre et de son petit cercle. Son cénacle. Son cénacle, qui n'a aucun scrupule à jouer avec la confiance de ses alliés les plus proches, c'est-à-dire ses ministres et ses députés. Parce que, alors, je veux juste dire qu'on soit d'accord. Imaginez Bernard Drinville. Quand il a su que le troisième lien, toute l'émotion qu'il a dû traverser. Il a dû être en Bernard. Mais il a dû pleurer de rage. Non, mais avec raison. Ce que je veux dire, c'est qu'on soit pas ou contre le troisième lien. C'est que, là, regardez ce qu'il a fait. Ces gens-là, Drainville et Biron, ont dû essuyer leurs larmes en découvrant qu'ils s'étaient fait avoir. Okay? Parce qu'on leur a quand même dit, vas-y, puis on est derrière toi, puis ça va se faire. Là, on leur dit tout à coup, peut-être qu'on va le faire finalement. Mais on va mieux consulter les gens. C'est ça. Moi, honnêtement... Il faut faire confiance à la sagesse des gens. Mais pas toujours. C'est ça. Quand ça nous arrange. Voilà. Alors moi, la seule image qui me vient en tête, c'est l'image de ce chat repu qui s'amuse à attraper des souris et qui joue avec. J'ai l'impression que Legault a fait un peu ça avec ses propres alliés et qu'il a fait un peu ça avec les gens de Québec. On peut comprendre donc que les gens de Jean Talon aient voté pour le Parti québécois, ou en tout cas que ce soit chercher une alternative. Clairement, le Parti québécois comptait lundi soir sur ce que je considère comme le meilleur candidat,
Pascal Paradis, président d'Avocats sans frontières Canada, qui est intéressant pour un candidat du PQ. Oui, mais ça, c'est pas bien grave. On fait des petits clins d'œil. On peut jongler avec ça facilement quand on est indépendantiste. Absolument. On peut siéger 30 ans à Ottawa puis se dire quand même très tanné du Canada. Grand défenseur des droits de la personne, reconnu à l'international, natif de la circonscription de Jean Talon, le fait même que la CAQ l'ait courtisé l'an dernier était une preuve de sa qualité, et c'est pourquoi les tentatives de le salir en début de campagne étaient aussi vulgaires. Ce qui est très intéressant dans cette victoire-là, à mon avis, c'est que Paradis va apporter, je pense... Cela dit, on n'est pas dans le saint des saints, parce que la rumeur disait aussi que c'est le candidat... Qui s'était magasiné un petit peu lui-même, tu veux dire? Vous voulez dire? Oui. Mais des gens comme ça, des députés rotards comme ça, il n'y en a plus. Non, ça n'existe pas. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant de Paradis, c'est que je pense qu'il va apporter un son de cloche, à cause de sa formation et de son expérience, son de cloche un petit peu différent au PQ, un peu différent de ce qu'on entend du point de vue, disons, des nationalistes conservateurs. Paradis, en tant que défenseur des droits individuels et ouvert aux différences et aux minorités, a quelque chose d'un peu woke. Oui, mais en fait, ça fait partie aussi du problème actuel, je pense, au PQ. C'est que dernièrement, tout ce qui n'est pas 150% péquiste passe pour quelque chose de dangereux et déviant. Puis nourrir cette panique morale autour des identités de genre et des toilettes non genrées. Alors, on espère que M. Paradis va peut-être s'asseoir avec les concepteurs de cette stratégie pour leur dire de se prendre un petit peu parce que la sortie de PSPP contre ces fameuses toilettes avait quelque chose d'assez populiste et amateur. Et je me dis que peut-être Pascal Paradis, l'autre Pascal, assis autour de la table, aurait invité tout le monde à la prudence. Cela dit, juste pour terminer, finir, les toilettes non genrées, c'est une idée qui est déjà dans le plan de rénovation des écoles qui était permise, pour toutes sortes de bonnes raisons. Oui, je veux saluer ma cousine, Pascal, qui habite à Rouyn-Noranda et dont les enfants vont à la fameuse école qui a provoqué. Et savez-vous pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour une raison qui n'avait rien à voir avec la gauche. C'est parce qu'il y avait des toilettes des gars étaient sur un étage, les toilettes des filles étaient sur l'autre. Elles étaient toutes vétustes. Et pendant qu'on rénovait un étage, fallait que la toilette qui restait soit mixte. Et que quand on a fini les toilettes de l'étage d'en haut, qui sont devenues non-genrées parce que, pour des raisons purement pratiques, on a dit on va faire celle d'en bas. Maintenant, est-ce que des parents étaient mal à l'aise avec ça? Peut-être. Oui, peut-être. Mais ça n'avait pas de lien avec un complot gauchiste. À un moment donné, il faut quand même retourner aux faits. Là. Moi, en tout cas, je voulais juste quand même le dire. La présence de Paradis, j'insiste là-dessus parce que je mise beaucoup sur lui. Je pense que vous avez compris. Permet peut-être de renouer. Vous avez gagné vos élections dans Jean Talon, Mathieu. Je sais pas. Peut-être pas. Je reste prudent là-dessus. C'est pas grave. Non, mais moi, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de... J'aime beaucoup le sourire de Sarah-Louise. Avez-vous gagné vos élections, Sarah-Louise? Oui, vous n'êtes pas de Québec, vous? Non. Zéro? Non, pas du tout. Je pensais que votre famille était originaire de Québec. Un peu. Bas du fleuve, non? Bas du fleuve. Bas du fleuve. C'est ça. Les gens osent plus le dire. Mais le bas du fleuve, c'est un bastion péquiste, ça, le bas du fleuve, pas mal. Bon, allez, poursuivez. OK. Bon, non, mais je pense un peu à Gérald Godin. Il y a quelque chose du péquisme qui s'est un peu perdu. Il y a encore probablement des gens à gauche au PQ, des gens qui croient à la social-démocratie, qui ont un cœur de rassembler, des gens que l'immigration n'effraie pas et qui pensent qu'on peut accueillir la différence sans se renier. Mais hélas, la tribu médiatique qui parle au nom du PQ ces temps-ci n'est pas tellement intéressée à réfléchir à l'intégration. Je vous confirme que ces gens-là existent. Ben oui, ils existent. J'en ai croisé. Ben oui. Ben moi, je leur parle. Des gens qui sont mal à l'aise. Ben moi, oui, Fred, je suis content que vous le disiez. Parce que moi, je leur parle à ces gens-là. Je les connais. Puis ils me disent, nous, là, les affaires de non-genrés, peut-on passer à des questions fondamentales? Peut-on avoir un peu de transcendance? Là? Tu sais, quand on est rendu dans les chiottes puis les urinoirs, là, OK? Mais si je peux me permettre, moi, j'étudie les polémiques. Là, c'est mon sujet de thèse. Donc, j'ai travaillé sur les polémiques slaves et Kanata. Puis, ce qu'on observe souvent, c'est que dans des polémiques comme ça, ça diffuse des concepts qui sont souvent peu connus. Par exemple, l'appropriation culturelle. On a eu un gros débat de société autour de l'appropriation culturelle, alors que c'était pas du tout connu avant. Fait que là, on va peut-être se mettre à parler plus des trans, plus de l'identité de genre. Puis, je pense que c'est... Des fois, les polémiques, c'est comme une sorte d'accélérateur de l'histoire. Vous dites qu'il y a quelque chose de sain. Oui. Parce
Parce que dans le fond, oui. Oui, c'est vrai. C'est pas juste délétère. Je pense que oui, il y a beaucoup de confusion en ce moment, puis ça clive les gens, mais au fond, on a un débat de société, puis c'est important. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. Très sage. Est-ce que vous allez être sur le comité, Sarah-Louise, de sage? Je trouve qu'elle devrait la considérer. J'ai croisé Louise Arel récemment, que j'ai croisé à Trois-Rivières. Et c'est juste pour aller dans le sens... Tu sais, elle disait que dans l'histoire du nationalisme au Québec, puis c'est probablement vrai ailleurs, il y a deux sortes de nationalisme. Il y a le nationalisme de conservation et il y a un nationalisme d'affirmation. Les deux ne sont pas nécessairement complètement antithétiques ou incompatibles. Ils peuvent cohabiter. Mais elle dit clairement, ces temps-ci, on est dans une logique de conservation. On est dans une logique, dans le fond, défensive, plutôt de protection. Mais elle nous rappelait que dans les années 70, le Parti québécois avait traduit son programme en grec, en portugais, en espagnol, en italien, en anglais et tenez-vous bien, Fred, en arabe. Oui, en arabe. Quand ça? Dans les années 70. Question de faire de la pédagogie et de rejoindre ceux qu'on appelait alors les membres des communautés culturelles. Et elle se demandait, est-ce que le PQ de 2023 ferait ça? Et honnêtement, poser la question, c'est un peu y répondre. En tout cas, la victoire du PQ témoigne de ce qui le distingue de la CAQ. Ça, c'est clair. Envers et malgré tout, le PQ demeure le parti d'un projet, d'un idéal, qui subsiste dans la population à des niveaux qui ressemblent un peu à celui des années pré-référendaires, entre 35 et 40 %, ce qui fait en sorte que le parti lui-même, contrairement à la CAQ, demeure plus fort ou plus grand que ses chefs. C'est-à-dire que même si on a une mauvaise passe, il n'est pas impossible que ça remonte. La CAQ, j'en doute. C'est clair que l'avantage de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que s'il parle de la souveraineté, plus il va en parler, plus il va mettre Legault mal à l'aise. Parce que je rappelle que Legault était un pressé. On l'appelait ça les caribous, je pense. Il était l'auteur du budget de l'an 1. Imaginez Legault obligé de dénigrer ce qu'il a encensé. Et puis, il sait que plus il va le faire, plus il y a des gens qui votent pour lui, qui sont en fait des souverainistes, qui vont peut-être enfin, revenir. Bon. Moi, je pense pas que le PQ est sorti du bois, là. Il est encore tôt. Il est 3 ans, il est revenu à la vie. C'est très long. Il y a un soutien financier très généreux. Mais franchement, est-ce qu'il va dépasser 28-29 % dans une élection? J'en doute. Moi, je pense qu'il faut qu'il garde à l'esprit la possibilité d'une alliance qui refasse... Est-ce qu'il faut refaire des états généraux sur l'avenir du Québec? Je ne sais pas, mais il faut trouver des façons de bâtir des ponts et de ne pas être tout le temps dans une guerre complètement stérile avec tout ce qu'il y a autour et qui n'est pas le PQ. J'imagine que vous avez des choses à dire sur Québec solidaire? Ben oui. C'est un parti qui traverse actuellement, je crois, une crise de croissance. Ses appuis restent stables, autour de 15, 16, des fois 17. Domine chez les plus jeunes. Signe qu'il y a peut-être une possibilité de croissance plus les jeunes arrivent et vieillissent. Quoique, parfois, quand on vieillit, on commence à gauche dans la vie puis on finit à droite. Il y en a que c'est l'inverse. Oui, je sais. Victor Hugo, apparemment. Moi, je pense que je suis plus à gauche que je l'ai jamais été dans ma vie. Pour quelle raison? Comment parce que je suis fâché. Je suis fâché du monde qui nous entoure. Oui, je vous comprends. Puis est-ce que c'est un moteur c'est un moteur de changement ou vous vous laissez abattre un peu par cette par un cynisme? L'âge de la colère. Oui, parce que la colère, ça peut se revirer en révolte. La colère, ça peut devenir de la... Je pense que c'est un moteur d'action. Mais je trouve vraiment... En fait, je trouve ça difficile de ne pas être abattu. Mais je sais qu'il ne faut pas l'être. Non, c'est ça. Parce que si on est abattu, c'est la fin. Voilà. On fait des films comme Denis Testament. D'ailleurs. On va y reparler. J'arrête pas de penser à Denis Arcand depuis tantôt. Il est là. Il est toujours là. L'esprit de Denis veille. Mais j'ai pas les millions de Denis pour être cynique à ce point-là. Vous êtes d'accord si je reparle un peu encore de QS? Oui. OK. Moi, je dirais que c'est un parti pour l'instant qui demeure encore essentiellement urbain, chez une classe relativement éduquée, collégiale, universitaire, qui peine quand même à sortir de Montréal ou à percer en dehors de Montréal. Ce qui s'est passé dans l'histoire de la candidature d'Olivier Bolduc, qui était le candidat dans Jean Talon de QS, c'est symptomatique, je pense. C'est de Montréal qui est venu... C'est comme ça que c'est vu c'était vu à Québec. C'est de Montréal que venait la consigne de choisir une femme, au mépris de l'association locale, donc des gens de Québec. Mais ça, Mathieu, je sais ce que vous allez dire, mais ça se fait dans tous les partis. Ben oui, je sais que ça se fait. Mais quand c'est un parti de gauche, on a bien peur.
Parce que s'ils sont au pouvoir, là, ils vont être bien totalitaires. Mais quand c'est la CAQ fait ça continuellement. Non, mais moi, c'est pas pour... Il y a 2 personnes qui nomment les candidats à la CAQ, mais on trouve ça normal. On se dit que c'est du gros bon sens parce que c'est la CAQ. C'est partout. Moi, c'est pas pour brandir l'épouvantail de la peur. C'est juste pour parler à l'interne de ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'interne, les gens de Québec, quand ils ont reçu cette consigne-là, beaucoup d'ailleurs à Québec, de gens des solidaires sont des anciens d'Option nationale. Oui. Il y a une autre dynamique un petit peu qu'à Montréal. Et ils ont dit non. C'est-à-dire les 7 personnes qui étaient dans J'ai été militante pour Option nationale à l'époque. Faut pas oublier quand même que Sol Zanetti, Catherine Dorion, oui, je sais. Jean-Martin Hossan, ça a tourné. Québec, il y a ça. Je veux dire, j'ai été à Québec. Fred, je suis allé à Québec récemment et on m'en a parlé. Je sais, Mathieu, mais de l'insatisfaction de membres de partis politiques quand vient le temps de mettre des gens comme candidats, c'est tous les partis. Il y a des tensions, c'est-à-dire qu'on se rend compte que Québec solidaire est aussi une coalition. C'est-à-dire que là-dedans, on sent des tensions entre la base militante et le caucus. Oui. On les sent entre les militants de Montréal et les militants du reste du Québec. On les sent entre les partisans de gens qui disent qu'il faudrait que ce parti-là aille plus à gauche et d'autres qui disent qu'il faudrait au contraire qu'il se recentre. Oui. Et aussi entre ceux qui seraient plutôt des fédéralistes qui veulent simplement voter à gauche et des souverainistes qui veulent un parti souverainiste de gauche. Ces tensions-là sont normales en passant. Oui, tout à fait. Je suis pas en train de dire qu'elles sont... Ils sont variables d'un parti à l'autre. Oui, c'est ça. Mais là, elles laissent présager, à mon avis, des débats houleux quand même dans ce parti-là. À mon avis, le danger qui guette QS actuellement est de devenir une sorte de NPD Québec. Je trouve que le parti assume assez bien sa vocation de gauche. Une incidence importante sur la justice sociale, l'équité, le partage de la richesse, le combat contre la pauvreté, l'accès aux services, la lutte contre les changements climatiques. Et ça, à mon avis, il faut le remercier d'être là parce que c'est la conscience. Il y a Mais il manque parfois un supplément d'âme chez QS, comme s'il y avait encore une difficulté à marquer l'enracinement dans le Québec, dans le territoire, la culture, la langue. Il y a comme une dimension proprement québécoise que ce parti-là n'arrive pas, on dirait, à incarner, comme si tout ce qui touchait de près ou de loin à la langue, à l'histoire, pouvait être traité avec une sorte de méfiance. Je suis pas tellement d'accord. Catherine Dorion, par exemple. Tout à fait. Ruba Gazal. Oui, mais justement, je suis pas sûr que c'est la ligne qui est tenue par le leadership. Moi, je ne l'entends pas beaucoup, cette ligne-là, dans le leadership. Mais moi, je trouve, Mathieu, que votre commentaire sur Québec solidaire est assez classique d'un commentariat de médias habituels. Il y a 2 poids, 2 mesures. Avec Québec solidaire, tout ce qui est à gauche est suspect au Québec, de toute façon. J'ai tiré à boulet rouge sur la CAQ, Fred. Ah oui, je sais. Alors, je veux dire, je dis pas que vous avez pas critiqué la CAQ. Non. Mais tu sais, on trouve ça suspect parce qu'ils sont assez québécois. C'est-tu des vrais Québécois? Parce que c'est des gauchistes. Mais tu sais, Ruba Gazal parle de culture québécoise continuellement. Elle se dit l'enfant de la loi 101. Parce que c'est là où j'arrivais, Fred. J'arrivais à me dire que la meilleure chose qui pourrait arriver actuellement à QS serait de pouvoir compter sur une femme comme leader. Ne serait-ce pas que ça vienne de Montréal. Ne serait-ce que pour assurer... Ça, vous êtes à Montréal, vous, là. Non, attendez. Montréal. Ne serait-ce que pour assurer la répartie de tous ces hommes qui dirigent et se battent. Et pour moi, actuellement, Ruba Gazal, c'est paradoxal, mais c'est la beauté du Québec. C'est à mon avis, la mieux placée pour connecter avec les Québécois en dehors de Montréal. Tout à fait. Savez-vous pourquoi? Parce que je pense qu'elle va justement... Elle va pouvoir assumer sans aucun complexe à la fois la justice sociale, l'inclusion, mais aussi la dimension de la langue, de la culture, de l'indépendance. Tout ça, pour moi, c'est elle actuellement sur laquelle je fonde mes espoirs. Ouais. Parce que je pense qu'elle va arriver à parler du Québec et du territoire et de l'histoire avec une fraîcheur et avec une perspective qui est à la fois interne et externe. Elle dit souvent que elle a 2 nations et aucun pays. Parce qu'elle est palestinienne, mais qu'elle n'a pas le pays de la Palestine, elle l'a pas. Puis qu'elle est québécoise, puis qu'elle n'a pas le Québec. Ouais. Mais ça, il y a une fraîcheur là-dedans. Ouais. Je ne sais pas si je vous déstabilise, Fred, parce que là, je ne sais pas si je suis toujours dans le commentariat classique et banal sur QS. Mathieu, j'ai pas dit banal, mais au Québec, on a beaucoup de difficultés à parler de la gauche. En fait, la gauche doit être sans eau. Il faut qu'il n'y ait rien dépasse. Sinon, on a peur de dérapage. Alors que pour les partis... Honnêtement, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de moi. Vous parlez d'autres. Ben non, mais dans ce que vous venez de dire, par rapport à on les sent...
tout ce qui est la langue, le Québec. Mais je pense que c'est votre perception avec vos sensibilités à vous, mais vous n'êtes pas le seul à partager ça. Absolument. Personnellement, moi, j'ai envie de parler d'Émilise Lessard-Terrien, la députée de Rouen. Oui, en Abitibi. C'est formidable le travail qu'elle a fait. C'est dommage qu'elle n'ait pas été réélue. Elle s'est fait tasser par l'establishment libéral. Mais médiatiquement, je me rappelle d'Alec Castonguay à la soirée électorale qui a quasiment, et Chantal Hébert, de dire que c'était une anomalie qu'elle avait été élue. Puis là, les choses sont revenues à la normale. C'était un peu ça. Et ça revient souvent. Comme, je vais vous donner un exemple par rapport à la gauche. Pivot, dans un article de Radio-Canada cette semaine, qui a été traité de média militant. Mais ça, là, c'est toujours comme ça qu'on parle de la gauche au Québec. C'est jamais juste une option politique, toujours militant. Oui, mais la réponse à ça, c'est quoi? Est-ce qu'il faut arrêter de critiquer? Non. Mais pourquoi, quand on parle du Journal de Montréal, on parle jamais de médias militants? Alors qu'il est dirigé par un milliardaire avec des chroniqueurs acharnés. Jamais qu'un média comme Radio-Canada va parler du Journal de Montréal comme un média militant. Mais là, et Pivot a fait un dossier journalistique tout à fait de grande qualité sur la crise du logement et au Québec. Et on parle encore de médias militants. Parce qu'on a, au Québec, la gauche, ça a été une parenthèse, le PQ. Le Québec est une société conservatrice, puis ça paraît encore dans la façon qu'on parle de la gauche. Fait que, tu sais, quand... Oui, mais en même temps, tu sais, on en veut à Québec solidaire de ne pas sortir du 17 %, mais il faudrait peut-être se demander comment on en parle de Québec solidaire, puis peut-être que ça nourrit aussi le fait que ça sort pas. Oui, ça se peut, ça. Ça se peut, vous avez peut-être raison. Mais en même temps, ma critique, je la maintiens. Vous avez le droit de la maintenir. Je pense, je la maintiens. Et comme j'ai dit, voici les écueils qui guettent le PQ. Oui. C'est le conservatisme. Oui. Voici les écueils qui guettent la CAQ. Sauf que le conservatisme voici du PQ, les écueils. non, pas tant que ça parce qu'ils viennent de gagner. Pardonnez-moi. Voici les écueils qui guettent la CAQ, c'est le parti d'un seul homme. Ouais. Voici les écueils qui guettent QS. Je vois pas pourquoi je pourrais pas... C'est-à-dire qu'à un moment donné... Mathieu, vous le faites, puis je vois pas vous enlever au montage. Non, mais je sais. Mais en même temps, je vois pas comment on peut faire grandir un mouvement si on n'est pas capable, on n'a pas une liberté mais vous comprenez qu'un parti de gauche ne va pas devenir conservateur pour gagner des élections. Bien sûr. Mais c'est un peu ça que vous leur reprochez. De ne pas être assez attaché. Non, justement. De ne pas être assez acheté à la... Voilà justement le problème. C'est de dire que la langue, le territoire, c'est nécessairement conservateur. Ça fait partie du problème. Parce que ça veut dire que ces choses-là sont un peu sales pour les gens de gauche. Ça devrait pas. Ça, c'est votre opinion, Mathieu. Mais non, mais c'est vous venez de le dire. Faudrait qu'ils deviennent conservateurs. Je dis vous, mais il y a beaucoup ça présentement dans les médias. On reproche à Québec solidaire d'être à gauche. C'est pour ça que ça marche pas. Puis après ça, on se dit, ouais, mais là, c'est parce qu'ils ont dit ça, puis là, mais ils sont à gauche. Non, mais pensez, au sein même du mouvement, je lisais cette semaine un très beau commentaire de Jonathan Durand-Folco qui disait, il va falloir que QS s'interroge sur la possibilité d'incarner une forme de populisme de gauche. Okay? Oui, ce que Catherine Dorion représentait très, très bien. Et d'autres. Kadir a fait ça un peu. Mais alors, c'est pas... Kadir, ça y a nuit aussi. Au niveau médiatique. Peut-être. Moi, parce que les médias, contrairement à ce que les médias pensent, puis j'en fais partie, là, mais j'ai pas l'impact de la presse, du Journal de Montréal, mais les médias ont un rôle à jouer. Puis rappelez-vous de la taxe sur les ultra-riches. On en a parlé tellement longtemps et on n'a pas parlé du fond. C'est-à-dire l'assiette fiscale, comment elle est répartie. Oui, bien sûr. Mais là, un parti de gauche veut taxer les riches. Attention, totalitarisme. Puis tu sais, juste pour vous dire, je veux dire, dans mon comté, là, la seule belle option qu'il y avait aux dernières élections, pour moi, c'était QS. Parce que le candidat du PQ, il est arrivé 2 semaines avant le jour du vote, puis il cherchait encore des signatures. Donc tu sais, ça vous donne une idée d'où je me situe. Sauf qu'à un moment donné, la question se pose. Ça se la pose à QS, là. Comment on fait pour sortir de Montréal? Tout à fait. Pour pas être juste le parti de la ligne orange et de quelques picots. Après, je veux dire, il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre. Mais on peut pas juste dire on a raison, puis les gens, à un moment donné, vont le découvrir. Est-ce que je parle du Parti libéral et des conservateurs? Ben oui, un petit peu. Honnêtement, tout ce que je peux dire sur eux, c'est proportionnellement, ce qui reste d'appui dans la population, Mathieu Bellil. Avec des résultats aussi faméliques, franchement, je me demande même pourquoi on continue de parler du Parti libéral du Québec. Comme d'une force politique sérieuse, en particulier dans les médias francophones. Parce que chez les francophones, actuellement, ils sont derniers. Ils sont en arrière des conservateurs. Et je pense que le dernier sondage leur donne 8 % chez les francophones, 13 % pour les conservateurs. La seule chose qui sauve ce parti de l'insignifiance actuellement, c'est Marois Risky.
brillante critique en éducation, dont on regrette seulement qu'elle ait choisi de travailler au sein d'un parti qui, au fond, traîne tellement de casseroles et de boulets que... Mais elle est libérale, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, sinon? Ben, moi, elle est libérale. Je dirais, avec les valeurs libérales. Et quand même, je la sens quand même plus de gauche, non? Un petit peu, je dis pas qu'elle n'est pas un peu libérale, mais elle est aussi de gauche dans sa manière de parler de l'éducation. Non, bien. Ah non. Mais, on peut pas être, on peut pas être de gauche, mais quand même, par exemple, respecter les libertés individuelles. Oui, bien sûr. Je pense que oui. Oui, dans ce sens-là, oui, tout à fait. Hey Mathieu, oui. Merci pour ce moment croustillant. Ouais. Je sens que ça va barder sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un avion qui vient de passer. Parce qu'on va parler voyage maintenant, puisque c'est le thème du dernier numéro de l'Inconvénient. Puis là, Sarah-Louise, on va vous entendre un peu plus. Mathieu, prenez-vous un verre d'eau, là. Il n'y a pas d'eau dans ce studio-là. Chacun amène sa gourde. Tu vois, on est très à gauche ici. Chacun amène sa gourde. Son petit mouchoir. Son petit mouchoir. Donc, numéro 94, Sarah-Louise. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà, à l'Inconvénient? Les gens se disent, qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, je suis sur le comité de rédaction. D'ailleurs, on a une nouvelle membre cette année, Martine Belland, qui est prof et vice-rectrice de l'Université Sainte-Anne. Donc, thème, peut-on encore voyager? Question brûlante, sans faire de mauvais jeu de mots. Comment vous êtes arrivé en réunion? L'idée de ce numéro-là est née l'été dernier durant un Zoom avec des collègues, alors que j'étais dans un séjour de recherche en Europe. On s'est mis à parler de notre amour et de notre désamour pour le voyage. Oui. Puis ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait tous des points de vue très différents sur la meilleure façon de voyager. Par exemple, il y a une personne qui se disait passionnée de voyage au sens strict, là, donc au sens du tourisme. Une autre personne n'avait pas du tout l'attrait du dépaysement et disait avoir besoin de sa routine, de ses objets pour penser, pour écrire. Puis la discussion a bifurqué vers le slow living. Donc cette manière je vous regarde, c'est quelque chose qui vous plaît? Non, ça me fait toujours rire, ces petites tendances-là. Slow TV. Slow TV, slow food. C'est ça. Donc, slow living, c'est cette manière de reproduire, en quelque sorte, l'expérience du voyage à Montréal en ralentissant, en prenant le temps d'explorer des nouveaux quartiers, en allant chercher son pain à la boulangerie. Donc, en faisant un parcours différent. Donc, ça rejoint un petit peu le propos de l'éditorial de Mathieu Bellé. Oui. Alors, ce numéro s'inscrit... Mathieu! Ça s'inscrit dans l'air du temps. Il y a une nouvelle pudeur, une gêne, une culpabilité à prendre l'avion, mais en même temps, on continue à vouloir partir. C'est presque irrépressible comme désir. On veut découvrir le monde et on veut s'exhiber aussi en train de voyager. Puis, ça veut dire qu'il y a des gens pour vrai qui... Moi, j'allais vous poser la question. Vous, c'est quoi votre rapport au voyage? Est-ce que vous avez la piqûre ou vous êtes... Non, j'ai jamais... Ben oui, j'ai voyagé dans ma vie. Mais avec ma blonde, on a eu cette discussion-là. Puis on a décidé, pour les prochaines années, de ne pas prendre l'avion. Puis je peux vous dire que dans mon entourage, on n'est pas les seuls. Il y en a qui ont décidé que non, c'est trop important pour eux. Est-ce que ça vous manque? Non, c'est pas une frustration. Attendez, moi j'ai la chance avec la balado de beaucoup me promener au Québec et j'ai pas fini. Vous l'incarnez, l'enracinement dans le territoire. Mais vous voyagez d'une autre manière. Ben, c'est ça, oui, mais il faut suivre Fred Savard. Oui, mais j'ai encore trop d'endroits que j'ai pas vus. Mais on a décidé, je dis pas que je prendrai jamais l'avion dans les 10 prochaines années, mais on a vraiment cette réflexion-là, puis on n'est pas les seuls dans notre entourage. C'est ce qui est formidable aussi au Québec, c'est qu'on peut voyager à travers les routes et pas prendre l'avion puis découvrir les territoires extraordinaires. Mais pour beaucoup de Québécois, c'est pas ça un voyage. Je peux me permettre, je veux pas être, être rabat-joie, mais malheureusement, Fred, vous êtes trop peu nombreux à penser comme ça parce que on a battu un record du nombre d'avions dans le ciel le 6 juillet dernier. Il y en avait au-dessus de 140 000 dans le ciel en même temps. Et comme par hasard, le 6 juillet dernier était la journée la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre. Puis là, j'avoue que nous aussi, on commence vraiment à se demander, est-ce qu'on peut continuer? Parce que, puis je me permets juste de rebondir sur un texte formidable à la fin du dossier de Rodolphe Christin, qui a fait des livres sur la question et qui, lui, dit en fait
que la notion même de mobilité dans la modernité, elle a été établie comme une sorte d'idéal. Oui. Puis la mobilité sociale, la mobilité sur le plan des valeurs, sur le plan des relations, tu sais, toute la notion et de liberté, d'attache, bon. Et il dit en fait que la mobilité s'est imposée comme une norme aussi sur le plan du voyage. Et que même, et moi je trouve ça intéressant parce que j'en ai déjà témoigné, il y a des gens qui, à une certaine époque, se sentaient presque mal de ne pas voyager parce que voyager était un marqueur social. Tout à fait. Pour dire, regardez, moi j'ai des moyens, moi je suis une personne ouverte, cosmopolite. C'est encore ça. Mais là, disons que les sédentaires commencent à avoir des arguments pour dire, mais ça a été longtemps ça. Puis il y a ceux qui ont les moyens de voyager, puis il y a ceux qui n'ont pas les moyens et qui en éprouvent peut-être une certaine souffrance, tu sais, en termes de comparaison. Moi, c'est une pression sociale. Une pression sociale. Alors lui, Christin dit, c'est devenu invivable. Ça ne peut plus durer. Non. C'est vraiment un texte important, je pense, dans ce numéro-là, qui fait écho et réponse à d'autres. Parce que Sarah Louise fait un très beau texte, elle, sur autre chose que voyager. Je dirais que j'ai une vision plus romantique. Là. Puis Christin, dans son texte, a cette belle formule. Il compare le voyage avec une dépendance. Il dit le propre des dépendances, c'est une expérience qui est plaisante et à la fois délétère. Et le voyage, c'est ça, c'est plaisant et délétère. Moi, en l'occurrence, dans mon texte, là, je parle du côté plaisant. Mais je m'intéresse moins au voyage au sens strict qu'au séjour, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de voyager. Là, mon texte aurait pu s'intituler « Éloge du séjour ». Qu'est-ce que vous voulez dire par le séjour, en fait? Bon, le séjour, c'est... À mon sens, quelque part entre voyager et habiter, c'est souvent plus long qu'un voyage. Donc, on s'installe quelques mois dans un lieu, mais on est destiné à le quitter. Donc, c'est pas comme habiter. Puis pour l'avoir vécu à quelques reprises, chaque fois, j'ai remarqué que le mode du séjour, là, en tant que parenthèse, ça faisait naître un état très bénéfique, très stimulant, notamment pour la création. Il y a presque quelque chose d'hypomaniaque dans le séjour, comme si le fait d'aller vivre quelque part durant 2 ou 3 mois était le moteur du désir, d'une sorte de vitalisme, de libido au sens large. Donc, j'ai écrit des courts aphorismes là-dessus. C'est une espèce de carnet de voyage. Ça faisait 50 pages, puis c'était pas destiné à être publié, là, mais finalement, j'en ai retenu quelques-uns pour le numéro. Il y a un dialogue dans ce numéro-là. Mathieu, vous l'avez dit un peu, parce qu'il y a Yann Hamel fait un texte qui s'appelle « Du bon usage et privilèges ». Oui. Il est vraiment intéressant. Il est intéressant, très ironique. Un texte cynique, mais qui évolue, qui mute au fil de la réflexion, qui devient critique, puis presque lyrique à la fin. Yann Hamel qui est professeur, disons-le, qui est professeur. Il est professeur de création littéraire à la TELUC. Parce que c'est une vraie question qui se pose aussi, parce que tous ces professeurs là, dont plusieurs nous écoutent et on les salue, participent à des colloques internationaux, prennent beaucoup l'avion. Puis là, à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un colloque sur le réchauffement climatique en avion pour aller discuter? Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Ce que j'aime dans la proposition de Sarah Louise, dans sa réflexion, c'est que dans le séjour, il y a comme au moins une sorte de... on se déplace pour la peine. Mais tous ces petits voyages courts, là, ces sauts de puce éclairs de 2, 3, 4 jours. Sont-ils nécessaires? Sont-ils nécessaires? Puis d'ailleurs, il y a un très beau texte dans le numéro aussi de Louis Hamelin qui raconte ce qu'il annonce dans le texte du numéro, comme son dernier voyage à vie. Il est allé en France. Il y a un petit côté grognon, mais c'est superbement écrit. Puis il nous explique, dans le fond, que il y en a assez, là. Qui voyagera plus. Moi, j'aime bien, justement, dans le texte de Louis Hamelin, il y a comme une sorte de romantisme aussi. Il parle des oiseaux, de sa visite des cathédrales, puis il revient ici, puis c'est une espèce de choc. Il y a comme une gifle dans son texte. Il revient ici, puis il porte son masque N95 pour aller nettoyer les gouttières, puis l'espèce de retour à la réalité qui est très dur. Dans tous les textes, il y a cette question-là du retour, de comment on revient de voyage, qu'est-ce qu'on emporte avec ça. Souvent la gueule de bois un peu quand on revient. Il y a un beau texte aussi dans le numéro de Dominique Garand qui parle de... Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il parle de toute cette littérature québécoise, un volet de la littérature québécoise qu'on a un peu négligé depuis 40-50 ans, qui est cette littérature du voyage. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années d'Isabelle Daunet, c'est un essai qui s'appelait « Le roman sans aventure ». Oui. Qui disait en gros que elle constatait que dans le canon la littérature québécoise, il n'y avait comme pas d'espace ou de place pour l'aventure, il ne se passait rien. Elle avait pas tort, tu sais. Sauf que mais Dominique Garand, qui est prof de littérature à l'UQAM, dit, en fait, si on dit qu'il ne se passe rien, c'est parce qu'on
on n'a pas lu les bons livres. C'est-à-dire, il y avait tout un... Et il dit, il y a peut-être quelque chose dans notre manière de traiter l'histoire littéraire qui nous a empêché de considérer ces livres-là. Parce que, tu sais, on a eu longtemps au Québec une histoire littéraire centrée sur la nation, sur le destin collectif. Puis le voyageur, en gros, c'est un peu le déserteur. C'est celui qui sort, qui sort du pays. Qui ne s'inscrit pas dans la trame collective. Voilà. Donc, il est suspect. Suspect et on ne sait pas quoi en faire. Oui. Et Garand dit, en fait, non, il nous fait découvrir des livres jusque dans les années 60, des livres qui paraissent en même temps qu'Hubert Aquin puis que Marie-Claire Blais et qu'on a un peu négligé. Sinon, deux textes qui m'ont passionné, qui sont hors sujet du voyage, c'est le texte de Robert Lévesque sur... L'occasion de la réédition des Cahiers de Lerne. Je connaissais pas les Cahiers de Lerne sur Jean Echenoz. Oui, Echenoz. On dit Echenoz, c'est ça. Il y en a qui disent Echenoz. Oui, ça se peut. Ici, on disait Echenoz. Mais un auteur que j'adore, moi, que j'ai découvert avec son livre sur Émile Zatopek, Courir. Mais le texte de Robert Lévesque est passionnant. Et donc, c'est quoi les Cahiers de Lerne, Sarah-Louise? Les Cahiers de Lerne, en fait, ils vont publier toutes sortes d'entretiens sur l'auteur. Ça va être des spécialistes de l'œuvre qui vont écrire des textes. Ou d'autres écrivains. Oui, il va y avoir des inédits aussi des fois. Par exemple, Houellebecq, il avait fait un abécédaire, toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est pas aussi un peu des actes de colloques qui se mêlent là-dedans ou des interventions dans je pense que oui. Genre colloque de Cerisy sur... C'est un bel objet. C'est un gros livre, c'est magnifique. J'ai vu celui sur Victor Hugo. Il y en a un sur Marcel Proust aussi, je crois. Annie Ernaux. Et là, Robert Lévesque parle donc celui sur Jean Echenoz. Et il y a aussi Geneviève Le Tartre qui parle de... Philippe Roth. Mon autre auteur que j'adore, Philippe Roth. J'ai beaucoup aimé aussi, et c'est rendu mes préférés quand je lis L'Inconvénient, c'est les chroniques de Georges Privet et Stanley Péan. Il faut lire, entre autres, c'est à la toute fin, Stanley Péan, sur une réédition ou non. Je pense que c'est la première fois qu'on met la main sur des enregistrements de John Coltrane et Eric Dolphy dans un petit club à New York des années 60. Et en tout cas, il y a tout un langage aussi qui est en train de s'élaborer sur le free jazz et sur l'époque où était rendu John Coltrane. Moi, je suis un grand fan de jazz. Et la plume de Stanley Péan est extraordinaire. C'est à lire, particulièrement cette chronique-là. Et Georges Privet, là, je veux vraiment le souligner à double trait, c'est un de nos grands critiques. Et il n'en reste pas beaucoup. On a Hélène Faradji, formidable, essentielle. Mais c'est vrai. Mais il n'en reste pas beaucoup. Et c'est un métier qui est un peu déconsidéré à l'ère où on va consulter Rotten Tomatoes, je sais pas quoi. Là. Mais c'est important, même quand on n'est pas d'accord. Parce que des fois, on lit une critique et on est comme, voyons, je suis pas d'accord, je l'ai mis ce film-là. Mais c'est que le critique nous permet d'instaurer un dialogue. Et effectivement, le dissensus, le désaccord est porteur. Oui, on vient de le vivre. On a eu un beau dissensus tantôt, Mathieu. Un beau dissensus et de cela jaillira la lumière. C'est fécond. Dernier mot, les amis, sur L'Inconvénient, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, sincèrement, là, c'est un des très, très bons dossiers. C'est solide, c'est complet. Il y a une magnifique couverture. La couverture est magnifique. Elle est hallucinante. C'est vraiment, de Marianne Le Tartre, il faut le souligner. C'est elle, la graphiste qui dirige. Alors, abonnez-vous, puis profitez. On va mettre tous les liens, évidemment, pour s'abonner. Et sinon, on achète nos exemplaires dans une librairie indépendante. Absolument, il y a un tarif pour les étudiants aussi qui est hyper intéressant. Qui est hyper intéressant. Super. Sarah-Louise Pelletier-Morin, Mathieu Bellil, merci. Merci, une belle discussion. Fred. Formidable. Très intéressant. Merci, bye. Au revoir. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons Godefroy Lando! Je pensais que tu allais dire l'automne. Non, mais non. Aujourd'hui, on enregistre le 5 octobre. Normalement, les gens, là, on est le 7 samedi, quand vous écoutez l'épisode, et il fait chaud en petit péché. Oui, et pourtant, si vous êtes rendu samedi, vous êtes sans doute dans un week-end de l'Action de grâce. C'est vrai. Frais et pluvieux. Mais oui, Fred, de retour. J'étais pas très inquiet de votre retour, Godefroy, mais quand même. Je ne prends rien pour Il ne faut pas se prendre pour acquis. Moi non plus. Moi, à chaque fois, je me dis peut-être qu'il n'y aura plus besoin de moi. Ben non, jamais. Et c'est ça. Je me dis la même chose. Donc, j'avais juste envie de recommencer. Puis, encore une fois, Fred, une fois par mois. Oui. On a trouvé notre aire d'aller. Absolument. Puis c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, ça me sécurise, puis ça officialise une date. Moi, j'ai besoin d'une date de tombée. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème des impôts. Je suis pas obligé de définir à une date particulière parce que je ne dois pas d'argent au gouvernement. Oui. Peut-être si j'avais une dette, des intérêts qui commencent, mais ça me prend des dates butoirs. Ça m'aide. Et là, je vous ai envoyé... Salutations à tous les gens qui sont allés à l'école alternative comme moi. Ils ont peut-être besoin de... Au lieu d'avoir des cours de mathématiques, écoutaient les Beatles. Exact.
Fait vécu. Là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans votre champ d'intérêt. Je sais pas trop de quoi vous allez nous parler. J'essaie de me garder un vent de fraîcheur. Ouais. Mais là, il se passe des choses sur la rive sud de Montréal. Ben, il se passe pas encore des choses. À part des belles réunions dans des écoles pour se faire expliquer par des gens qui connaissent vraiment pas du tout le dossier. Mais qui connaissent les gens. De quoi parle-t-on, Fred? Est-ce qu'on pouvait éviter ce sujet-là? C'est la giga-annonce de la semaine passée. Cette usine de batterie qui vient s'installer, si tout va bien, à McMasterville. Et, compagnie suédoise extraordinaire. Extraordinaire. Un projet emballant. Est-ce que d'ailleurs, on n'a pas eu la plus belle photo de Boys Club depuis très longtemps quand on a eu... oui? J'en ai pas entendu parler, mais j'ai vu cette belle gang de 7 messieurs. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de dames dans ce groupe-là de gens. Mais pourtant, ils étaient très contents. Oui, et en plus, le numéro 2 de la compagnie, un Suédois qui a l'air fin, qui doit jouer au tennis. Oui, il vient s'installer à Montréal. Il daigne venir s'installer de par chez nous et il parle français. Oui. Ça, là, ce Godefroy, ça me sécurise. Oui, mais ça, c'est le fun, Fred, parce qu'on commence pas sur un ton ironique. Vous allez être surpris, Fred, parce que je me laisse un peu embobiner par cette histoire de batterie. Il faut donner une chance au courant. Ben voilà. Fait que je voulais vous en parler, mais avant de commencer à parler de notre gros dossier aujourd'hui, j'ai quand même un petit retour à faire vers un monde merveilleux, le monde du rêve, le monde de l'hydrogène vert. Ah oui. C'est vrai, vous en avez parlé l'an dernier. Oui, on en a parlé, puis on avait compris que c'était quelque chose d'excessivement dispendieux qu'il fallait réserver, en gros, pour certains types de transports lourds et des industries qui ne pourront pas s'électrifier. Oui. Et donc, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour parler du beau train à hydrogène de Charlevoix. Ah oui, ça, c'est une belle région. Et avant tout, ce train-là, il a été encensé un peu partout. Oui. C'est une vitrine de Alstom dans un super beau coin du monde, de la planète. Très beau. Et on veut vendre ce train-là. Quand même, c'est pas un train qui est seulement un pilote, là, c'est le Coradia Island de Alstom, et il y en a 14 qui ont été achetés par la Basse-Saxe en Allemagne et qui roulent depuis pratiquement un an. Et en fait, c'est pas juste des vitrines là-bas. Là. Non, là-bas, ils ont été achetés, puis l'Allemagne est en grand projet de décarboner ce qui reste, parce qu'il y a beaucoup de rails électrifiés là-bas, contrairement à ici. Et donc, une partie de la réponse, c'était pas d'électrifier, mais d'utiliser des trains à hydrogène. Et donc, on a le même train ici. C'est comme la carte de visite américaine. Et dans Le Devoir, Sébastien Tanguay écrivait quelque part au mois d'août, c'est un projet emballant, c'est une vitrine. Est-ce que ça va nous permettre de poser des beaux rivets dorés à l'apocatière? Peut-être, mais en réalité, c'est vraiment c'est juste une fenêtre. C'est tout. C'est une vitrine pour Alstom. Peut-être pour le Québec aussi. Il y avait un petit buzz tout de même, des gens qui venaient visiter. Le patron de Amtrak, qui est une espèce de via-rail méga et américain. Il est venu faire son petit tour pour juger de tout cela. Mais au même moment, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que l'Allemagne, qui avait investi 93 millions d'euros en Basse-Saxe pour ses 14 trains Coradia Island, nous annonce cet été, à peu près en même temps qu'on s'emballait pour la visite du directeur d'Amtrak, une étude de marché a démontré que les trains à batterie, donc les batteries standards, pas des batteries lithium-ion, donc pas des batteries à hydrogène, coûteraient moins cher à exploiter que ces fameux trains à hydrogène. Il y a aussi des problèmes rencontrés pour un remplissage rapide et sécuritaire de ces bonbonnes d'hydrogène-là. Et donc, cet endroit qui avait acheté 14 trains a totalement arrêté ses commandes et a décidé, a déterminé que c'était moins cher d'aller vers les batteries. Et ça, c'est surprenant parce que moi, c'est ce que j'ai dit à ce micro-ci. Le transport lourd était inefficace en batterie. On parlait des bateaux, ce ne serait pas possible. On parlait des trains, ce ne serait pas possible. Et là, voilà, les batteries sont rendues tellement pas chères qu'on est capable de penser en Allemagne, de dire, ben non, on va décarboner avec des trains à batterie. Pour l'instant, peut-être que dans 20 ans, l'hydrogène sera un peu différent. Juste un élément pour en ajouter une petite couche. À Montpellier, même chose, des projets d'autobus à hydrogène qui avaient été mis de l'avant. Eh bien, même chose, on calcule que faire rouler un bus à hydrogène coûte à peu près 1 € du kilomètre, tandis qu'exploiter un autobus à batterie ne coûte que 0,15 € du kilomètre. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe, Fred? Les batteries sont en train de devenir tellement pas chères. Et là, j'ai commencé à creuser un peu là-dessus parce qu'évidemment, les batteries, c'est là où on s'en va en discutant ensemble, vous et moi. Un article vraiment intéressant. En fait, il y a une émission de radio que je suis souvent qui s'appelle Affaires étrangères sur France Culture et qui a fait, le lendemain de l'annonce, par hasard, un spécial batterie.
européenne. Donc, ça touchait beaucoup l'Europe. Donc, j'ai pas ramené donc, vraiment d'extrait ici. Donc, c'est pas tout à fait le même contexte. Mais non, c'est pas le même contexte. Ils sont beaucoup plus proches de la Chine. Puis les constructeurs automobiles allemands, européens et la compétition chinoise, il y a toute une dynamique là qui nous touche un peu moins. Ouais. Mais par contre, il y avait un article, on référait à un article de Fabrice Arroyo dans The Conversation, qui est une revue web, et on nous expliquait que le prix des batteries, dans les 30 dernières années, a baissé. Il n'a pas baissé à peu près, Fred. Les batteries lithium-ion, leur coût a baissé de 97 et là, okay. Dans les 30 dernières années. Ouch. Évidemment, il y a 30 ans, on était au début. Et en même temps, les batteries sont devenues de plus en plus performantes. Et qui est la reine de cette économie de batteries, en fait, d'arriver à faire des batteries de moins en moins chères? C'est la Chine. Et la raison principale, bien sûr, recherche-développement, mais c'est l'échelle. L'échelle de l'extraction, l'échelle du raffinage. Donc, la capacité de la Chine d'y aller, comme on dit, en all-in. En all-in. Je pense que on dirait un nom chinois, all-in. Donc, prends-moi une petite note de ça, Fred, il faudra couper. Donc, l'Europe se demande en ce moment s'ils n'ont pas manqué le bateau des batteries et donc se pose... Macron parle de la vallée des batteries là-bas aussi, en France. C'est pas la même vallée que nous, mais c'est le même vocabulaire. Est-ce que c'est une vallée avec des punaises de lit, comme le reste de la France? Sans doute. Misons là-dessus. Ça, il va falloir en parler éventuellement. En effet, il y a une flambée de punaises. En effet, dans les trains, entre autres, il y a eu un problème déjà par le passé. Des trains, une fois que les trains sont infestés, on a un sale problème. Surtout en Europe. Mais donc, il y a vraiment un boom pour répondre à la Chine, notamment en Europe, mais il y a aussi aux États-Unis qu'il y a vraiment un boom. Et notre boom à nous, celui de la vallée de l'innovation, est celui qui mène à l'annonce de la semaine passée de cette usine qui vient s'installer au Québec, grassement financée. Oui, avec des fonds publics. C'est pas étonnant. Donc, il n'y a pas juste cette usine-là. Il y a l'usine de BASF aussi qui s'est installée ici. Il y en a d'autres. Il y en a aussi en Ontario. Il y a Volkswagen. Et donc, est-ce que c'est tout à cause de Pierre Fitzgibbon? La question se pose. En fait, si on pose la question à Pierre Fitzgibbon, peut-être qu'il va dire oui. Si on pose la question à François Legault, il va nous dire on est chanceux de l'avoir. Oui, on est chanceux. Parce que c'est le roi des 5 à 7, c'est le roi du réseautage. Oui. Mais par contre, ça devient mélangeant quand il nous explique qu'on a financé à cette hauteur-là à cause de Lara Ray. Lara Ray. Ouais, il prononce ça comme ça. C'est Lara Ray. Et là, Fred, j'ai écouté plusieurs entrevues de Pierrot et il dit systématiquement Lara Ray. Et là, j'essaie de comprendre. Et là, on n'a pas d'extrait, Godefroy. Non, parce que je ne voulais pas me moquer de lui. Par respect pour M. Fitzgibbon. Mais sachez que quand vous entendez Fitzgibbon, au prochain 5 à 7, Fred, où vous faites du réseautage avec lui... Où je vais chercher les verres vides pour les amener à la cuisine. En tant que porteur d'eau. Oui. C'est drôle pour un porteur d'eau d'avoir des verres vides. Oui. Quelle ironie. Donc, Pierrot, Fred, il appelle l'IRA. En fait, il a fallu que je comprenne. Il parle de l'IRA. Oui, OK. Le Inflation Reduction Act. C'est une loi passée en 2022. Vous en avez parlé ici un peu? J'en ai parlé un peu, mais il y a comme 2 gros projets de loi. Il y a le Chips for America, qui est un programme pour soutenir les semi-conducteurs et le développement c'est pas les croustilles pour l'Amérique. Absolument pas, mais c'est une blague qu'on entend partout, Fred. Bravo. Je vais l'enlever. Et ces 2 grosses lois-là, en fait, visent finalement à rapatrier de l'industrie aux États-Unis. Et il y a des milliards qui sont là-dedans. Et il faut pouvoir prouver qu'on va construire en sol américain. Et pour attirer des compagnies de la filière batterie ici, il faut proposer le même genre de montant. Donc, ou mieux. Ou mieux, mais c'est pas étonnant qu'on ait dû faire ça pour Northvolt. C'est pas un scandale. On a juste à côté, finalement, ce que le IRA propose à n'importe quelle grosse compagnie qui vient s'installer aux États-Unis. Oui. Et là, c'est les règles du jeu. C'est pas un scandale, mais on peut quand même se questionner. Ah ben ça, Fred, il faut se questionner. Par rapport évidemment. À ce financement. Et là, les questions ne sont pas seulement financières. Parce qu'on rappelle que ce gouvernement n'a pas d'argent pour les professeurs, n'a pas d'argent pour les travailleurs de la santé, n'a pas d'argent pour du logement social ou du logement plus abordable mais il y a des milliards et des milliards pour attirer des entreprises qui font des batteries et il reste encore 15 milliards, paraît-il. Et Fred, on vous répondra que tout ça, c'est pour brasser des gros argents, pour être capable de dégager un succès financier pour le Québec pour ensuite payer nos professeurs. Et créer des jobs payantes. Et ces jobs payantes-là, les gens prendront une partie de leur salaire payant pour l'offrir aux professeurs. C'est ce que j'ai compris. Ça me semble tout à fait ça. Mais donc, oui, des questions financières liées à l'investissement que ça représente. Est-ce que c'est un pari risqué? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous avez sans doute entendu parler de gens qui étaient d'accord avec cet investissement-là, puis d'autres qui trouvent que c'est une mauvaise idée. Dont le monsieur de la Banque nationale. Absolument, qui a été vraiment cité partout. On rappelle, God, que votre chronique d'aujourd'hui, on ne va pas décortiquer cette annonce-là. Cela dit, ça serait le fun éventuellement que vous nous permettiez de comprendre exactement
Ne serait-ce que l'aspect vraiment technique de la transformation et aussi la chaîne d'approvisionnement, parce qu'il y a des questions éthiques fondamentales à se poser. Totalement. Et j'en parle un peu aujourd'hui. C'est justement ça qui est intéressant, parce que je ne voulais pas creuser. Il y a la question environnementale de l'empreinte écologique de cette immense usine, les impacts sociaux de cette usine-là. On a parlé de logement, on a parlé d'infrastructure. Les reportages qu'on a vus en Suède, les gens, j'ai l'impression qu'ils nous regardaient dans les yeux pour nous dire « préparez-vous ». C'est un peu comme la COVID au début en Italie, quand on nous disait « vous ne pouvez pas être prêts pour ça ». Mais les maires de villes... En Suède, moi j'ai entendu un reportage à Radio-Canada, ça fait 10 ans qu'ils se préparent. Ils nous disent « préparez-vous » parce que c'est une grosse affaire. J'ai confiance, ça va être bien fait, je pense. Fred, moi je parle toujours de la vitesse à faire, la vitesse des affaires. Donc, est-ce qu'on se donne le temps de réfléchir si on fonctionne à la vitesse des affaires? La réponse à cette question, c'est la plupart du temps, non. Pourtant, il faut le faire. Parce qu'en attendant de voir si on va regretter cet investissement-là, moi, il y a un angle en particulier qui vraiment m'intéresse beaucoup. C'est le passage d'un mode d'extraction, ou en tout cas un mode de production qu'on appelle le mode en flux. Si on prend l'exemple du verre, il faut extraire la silice, le sable, faire fondre tout ça, créer du verre, fabriquer des bouteilles et ensuite les sacrer au vidange. C'est un flux. C'est une flèche qui part de la terre, notre terre nourricière, Gaïa, et qui finit dans une carrière. À Blainville. À Blainville, en matériaux de recouvrement par-dessus d'autres vidanges. On veut passer d'une logique de flux à une logique circulaire. Et j'en ai parlé souvent. Vous aimez ça, vous, le circulaire? J'adore. Vous êtes très circulaire. Je suis très circulaire et je suis surtout cynique parce que je ne vois jamais de traces de ça. Je vois des plans. J'ai entendu des idées absolument fantastiques dont j'avais parlé ici, des architectes qui travaillent sur des ossatures d'édifices qu'on va être capable de démonter dans 75 ans et de réutiliser parce qu'on pourrait avoir un modèle de construction, mais qui fait ça maintenant, construire, dépenser plus pour ça? Et donc, c'est cet axe-là, moi, que j'avais envie de voir, parce que dans l'usine de Northvolt, il est prévu qu'il y ait une zone, une grosse partie qui soit accordée au recyclage des batteries. Et donc, cette vallée de l'innovation dont notre beau François rêve et qu'on voit quand même sortir de terre tranquillement, est-ce qu'on va réfléchir à cette récupération des matériaux critiques? Parce que ce qu'il y a dans des batteries, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu comme ce qu'il y a dans un moteur électrique. Il y a des matériaux qui ont été raffinés. Ils sont dans la batterie. On n'a pas besoin d'aller péter 1 kilomètre cube de terre pour aller chercher un pied carré de cuivre. On peut aller chercher directement une bobine de cuivre et s'en servir. J'ai parlé de la fonderie Horn, entre autres, souvent. Eux autres, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils produisent du cuivre, mais plus à partir de minerais de cuivre. Ils partent de concentrés de cuivre. Puis il y en a beaucoup que c'est du recyclage de matériel informatique. Mais à Montréal, on a du raffinage de cuivre. Et là, il y avait potentiellement une boucle du cuivre. C'est-à-dire, on produit du matériel informatique, on le fait fondre, on fabrique du cuivre, on le ramène à Montréal, puis on fabrique des fils de cuivre. Des boucles comme ça, il peut en avoir partout. Mais est-ce qu'on pourrait en avoir pour des batteries? Est-ce qu'on est assez intelligent pour penser une usine qui va fonctionner dans 3-4 ans et qui, déjà aujourd'hui, planifierait le recyclage de ce qu'on va produire? Ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher tout ça systématiquement dans nos belles forêts pleines de caribous et de bélugas? Bonne question. C'est une bonne question. Ou en Afrique. Puis là, dans des mines qui respectent les droits des travailleurs et l'environnement, mais au bout d'une mitraillette. Au bout d'une mitraillette et sous des capitaux chinois. Voilà. Et donc, là, la question se pose pour nos usines à nous. Mais la vraie question, c'est à l'échelle mondiale. Même si notre usine à nous était super bonne, une usine dans l'univers actuel, c'est rien du tout. Mais est-ce qu'on s'enligne donc pour un immense tas de vidange planétaire de batteries désuètes et des millions de kilomètres de terre éventrée au Congo et ailleurs? Ou est-ce que c'est autre chose? Et là, dans le fond, je suis tombé sur un dossier d'un site web qui s'appelle roulerélectrique.com. Et donc, ça peut sembler évidemment très, très pro-électrique. Et il y a une raison très simple, c'est parce que c'est complètement pro-électrique. C'est pour ça que ça a l'air de ça. Mais reste que le dossier était franchement bien fait. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que Radio-Canada appelle un média militant. C'est possible, mais je me propose d'ici une prochaine chronique d'aller chercher la médaille, l'autre côté de la médaille, parce que dans ce cas-ci, ça m'a donné espoir, vraiment. Et donc, j'explique pourquoi.
La plus grosse compagnie de batterie au monde, c'est une batterie évidemment chinoise, une compagnie chinoise qui s'appelle CATL, dont j'ai aucune idée. Elle a déjà investi, elle, 10 milliards dans des usines exclusivement dédiées au recyclage. Donc 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est plus que le projet Nordvolt. En Chine, en Indonésie, et ils ont aussi des plans de construire d'autres usines de ce type-là aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est un élément. Le plus gros producteur de batteries actuelles en Europe, batterie électrique, quel est-il? Nordvolt. Ah! C'est celui-là, collabore avec un des plus grands producteurs d'aluminium au monde pour lancer une usine de recyclage en Norvège d'une compagnie qui va s'appeler Hydrovolt. Alors, Volt, ils ont toujours Volt dans leur nom. Et donc, il y a Revolt, Hydrovolt et évidemment Nordvolt. Ils vont recycler l'équivalent de 40 000 véhicules, en fait, les batteries de 40 000 véhicules par an. Okay. C'est énorme. Tesla pousse également le recyclage. Il y a une raison pour laquelle ils font ça. C'est parce que c'est payant. Oui. Si on réussit à faire l'économie d'échelle dans le recyclage des batteries, on va épargner de l'argent au lieu d'aller creuser ailleurs dans le monde. Tesla pousse également des grosses usines de recyclage de batteries. Au Québec, comme je disais, il y a une partie de l'usine qui est, semble-t-il, dédiée à ça. Et il y a déjà une usine en Suède dont la portion recyclage de batteries est gigantesque. Okay. Donc, si on vise le même genre d'usine ici, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y aurait vraiment une grosse partie qui serait là. Digne d'intérêt aussi, et j'en ai parlé déjà, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Lithium Recycling. Et donc, ça, c'est une compagnie qui a changé de nom cet été, qui s'appelle maintenant Lithium Technologies. Et eux autres ont une usine à Saint-Jérôme qui est en train de se terminer. Ils ont déjà fait l'étape pilote, essayer de voir si le processus fonctionne. Ça fonctionne. Là, on est rendu à grossir. Et cet automne, cette usine-là devrait commencer à recycler les batteries de 45 000 voitures à tout près de Montréal. Et Lithium, leur usine, est à 50 minutes de vélo de la future usine de Nordvolt. OK. Donc, à McMasterville. Cet article-là dont je parle sur roulerélectrique.com, c'est de Pierre Langlois. Et lui, il continue l'énumération comme ça des grands recycleurs de batteries qui ont déjà de la capacité, d'autres qui sont à venir aussi. Et là, il fait un parallèle, une comparaison entre on va avoir besoin d'en recycler combien. Je vous épargne les détails, mais lui dit une voiture électrique, en gros, on peut dire la batterie va durer 12 ans. Et on peut estimer le nombre de véhicules qu'on s'attend à vendre au fil des prochaines années. Et on peut estimer, dans ce cas-là, combien de batteries. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la capacité de recyclage mondial qui est attendue d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans devrait être suffisante pour qu'on arrive à créer une boucle, une circularité des matériaux pour ce qui est des batteries. Et là, ça... Moi, c'est la première fois que je lis une analyse comme ça. Lithium, qui a changé de nom, Lithium Technologies, affirme qu'eux autres vont être capables de recycler 95 % d'une batterie. C'est énorme. Nordvolt sort des chiffres et dit que produire avec des minéraux, des minerais tirés de batteries recyclées, ça dégage 80 % moins de GES que s'il faut aller l'extraire directement dans des mines au Congo. Redwood Material, qui est une autre compagnie américaine, qui est une très grosse compagnie, s'est payé le luxe d'une étude scientifique pour voir est-ce que des batteries fabriquées avec du matériel recyclé offrent la même performance qu'une batterie dont on a utilisé la méthode des flux d'extraction normale ou traditionnelle. Et il n'y a pas de différence au bout de la ligne. Et là, tout ça, moi... Généralement, quand on entend un projet comme celui de McMasterville, instantanément, moi, j'ai un nuage qui s'installe dans ma tête et je me dis, on est encore dans la consommation. C'est pas vrai que de construire des voitures électriques qui vont remplacer nos voitures à gaz va régler le problème. C'est absolument pas faux. Ça va pas. L'auto-solo électrique ne va pas régler l'étalement urbain, par exemple. C'est une chimère qui nous permet de nous dire ça va continuer de bien aller. Et ça, aussitôt que j'entends parler d'une usine de batterie qui va servir à ça, je pense à toute l'industrie et je deviens complètement cynique en me disant ça fait juste partie du problème. Mes idées personnelles de décroissance, je n'ai pas du tout d'ambition que ça devienne mondial. Donc, j'en ai pas. J'en parle. Je fais des efforts. Par contre, l'aspect circulaire, l'aspect recyclage, je suis à la recherche de preuves que ça pourrait fonctionner et c'est ça qui se passe, Fred, en ce moment, c'est que je me rends compte que peut-être qu'une des industries mondiales qui aurait un modèle fonctionnel de circularité, ce serait justement l'industrie des batteries. Et ça donne que c'est dans ce monde-là qu'on est en train d'investir potentiellement 7 milliards, pas très loin de Montréal. Alors, je ne nie pas qu'il faut être prudent puis qu'il faut avoir au moins un pied sur le frein. Mais en même temps, ça me fait penser, Fred, à cette vieille expression qu'on appelait à l'époque, est-ce que c'est les années 90? L'immobilisme. Ah oui, c'est vrai, oui.
On était capable de rien. Oui, il faut fuir l'immobilisme. Et là, les projets auxquels je pense, là, c'est des projets de centrales thermiques au gaz naturel pour lesquelles le Québec s'était braqué, pour des casinos à Pointe-Saint-Charles dans des quartiers pauvres, pour les gaz de schiste. Okay? À cette époque-là, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas être dans la position du junkie sur le coin de la rue qui va prendre n'importe quel vendeur qui vient lui porter quelque chose. J'ai des projets, là, c'est correct d'avoir les deux pieds sur le frein. Dans ce cas-ci, je me dis, j'ai envie d'y croire. J'ai pas envie de leur faire une confiance absolue. Cette compagnie-là, Nordvolt, n'est pas là pour moi. Là. Elle est là pour ses profits, mais elle semble s'incruster dans une industrie, et si on se fie à ce que j'ai lu dans rouleélectrique.com, qui fait ce que je reproche à tout le monde, c'est-à-dire de qui est-ce qui produit une usine aujourd'hui ou 20 ans et qui inclut dans son projet une portion recyclage pour éviter d'aller toujours creuser davantage dans nos forêts. Ça n'existait pas. Je ne me rappelle pas d'avoir lu ça, Fred. Et donc, tant qu'à avoir une méga branche, une méga filière qui se développe, mais coudonc, celle-là me dégueule pas. Si j'habitais à McMasterville, Fred, est-ce que j'irais empêcher ce projet-là? Je le sais pas. Parce que là, il manque de détails. Cela dit, j'espère que vous allez vous y plonger parce que absolument. Il y a déjà des choses que j'aime moins, comme là, on apprenait ce matin. Ben oui, ça sent très, très mauvais. Il y a eu des dérogations à des règlements par rapport aux milieux humides pour être capable de construire sur des milieux... Tu sais, une compagnie qui se dit... Une demande de dérogation. Oui. Ce qui est correct. C'est correct de demander une dérogation, mais sauf que ce qui est écrit aujourd'hui dans Radio-Canada ce matin... de Thomas Gerbet. C'est que... L'inévitable Thomas Gerbet. C'est que Nordvolt dit, non, on n'a pas fait ça. Et pourtant, les registres sont là. C'est ça. Alors là, un des éléments que moi j'invoque, c'est la transparence. Et donc... Et l'histoire aussi des seuils pour avoir un BAP ou non, il y a eu du lobbying qui a été fait, donc il y a cette image publique qu'on veut nous vendre. Ça sent spécial. C'est ça. Derrière, il y a autre chose. Mais ça fait partie de la game. Je sais. Je suis prête mais sauf que surveillons-les. Donc, on peut creuser, on peut s'informer, puis on peut poser les vraies bonnes questions, puis s'assurer que les personnes les plus articulées, puis les plus solides, pas seulement des gens qui ont peur parce qu'ils vont avoir une grosse usine à côté de chez eux. Oui, c'est ça. Des gens articulés, des gens qui vont aller fouiller, puis qui vont pouvoir, avec nous, Fred, nous outiller pour avoir une discussion à ce sujet-là. Et comme on essaie à chaque fois, finir la journée, surtout le samedi quand la balado de Fred sort, finir la journée moins niaiseux qu'on a commencé. God, merci. Je suis tellement content de vous retrouver. Ça va être une très belle saison. Je suis très en feu. Oui, ça paraît. Là, j'aurais pu vous parler, Fred, des types de batteries. Les LFP. Gardez ça. Les batteries solides. Imaginez-vous, gardez ça. 1h30. Il y a plein de beaux épisodes qui s'en viennent, God. Merci. Je vous garde un 35 minutes, un 45 minutes juste sur une sorte de batterie pour le party de fin d'année. Ah oui! C'est pas vrai. Le 20 janvier, au Lion d'Or. Un 45 minutes sur la chimie des batteries. Et vous jouerez du piano en même temps. En même temps. Ça pourrait être bien le fun. Ouais. Merci, God. Bye. Bon, alors là, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent à la balado. On va parler d'un roman graphique. Et j'ai avec moi les deux personnes à l'origine de ce merveilleux projet qui s'appelle Résister, Fleurir. Jean-Félix Chénier, bonjour. Bonjour. Joachim Bélanger, bonjour. Bonjour. Je dis ça parce que je suis pas un lecteur. Ah non. Beaucoup de romans graphiques. Okay. Puis là, on va parler tantôt du terme roman graphique parce que j'ai l'impression qu'il va falloir inventer peut-être le terme un essai graphique. Ah, ça se peut, ça. Parce que je trouve ça plus approprié, particulièrement dans votre projet Résister, Fleurir. Jean-Félix Chénier, vous êtes prof de sciences politiques au Collège Maisonneuve. Yes. Joachim Bélanger, vous êtes peintre. Oui. Autodidacte. Tout à fait. Vous avez étudié en design graphique à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez une carrière en art visuel, on peut dire ça? Oui, j'ai une carrière. Oui. Est-ce que vous pouvez, je sais que ça ne pas être à l'aise, mais est-ce que vous avez l'impression que ça va bien? Ça va quand même très bien. OK. Ça va bien. Non, mais je le dis parce que les arts visuels souvent passent sous le radar, mais ça va bien. En fait, c'est qu'il faut travailler très fort. Là. Je te dirais que tout, comme beaucoup de choses, comme la danse, tout ça, c'est qu'à chaque année, il faut recommencer le même défi de produire et de vendre en temps réel. Là, oui, tout à fait. Puis c'est des arts plus nichés, entre guillemets. Vous parlez de la danse, c'est pas un hasard. Là. C'est très relié aux arts visuels. C'est quand même des domaines qui œuvrent dans des sphères un peu plus nichées. Ouais. Je veux qu'on parle de ce livre-là parce qu'il est vraiment extraordinaire. Puis au début, j'étais pas sûr d'en parler. Parce que, comme je vous dis, je suis pas
j'ai beaucoup lu de BD plus jeune, Tintin, Astérix, tatata. Je sais qu'on est ailleurs avec le roman graphique, évidemment. Jean-Félix, est-ce que vous étiez quelqu'un... Ouais. Je pense que moi, c'est beaucoup de... Tintin, tu l'as dit, là, Astérix, Lucky Luke. Moi, j'ai commencé par là. Mais je pense que c'est quand même, mettons, dans les 20 dernières années que j'ai plongé dans Joe Sacco, Guy Delisle, des BD qui ont une dimension plus documentaire. Voilà. Parlons de ce projet-là. Le déclic, j'ai l'impression qu'il vient beaucoup de vous. Jean-Félix, vous êtes prof au cégep. Et d'ailleurs, au début de Résister, Fleurir, on est beaucoup là-dedans. C'est la pandémie, je crois, qui a été le déclencheur? Oui, ben tu sais, il y a plusieurs déclencheurs, mais un des premiers déclencheurs, il est visuel, c'est-à-dire que quand on a basculé en Zoom dans le contexte de la pandémie, j'ai eu une sorte de vision où est-ce qu'on était chacun dans notre case, puis je trouvais qu'il y avait une dimension très BDesque là. Ah ouais, c'est intéressant ça. Mais c'est aussi des discussions que j'ai avec Joachim, qui est mon voisin depuis longtemps, où on parlait BD, on parlait politique. Donc vous connaissiez avant le projet. OK. Arrive la pandémie. Comment résister et fleurir? Parce que ça parle de quelque chose que vous avez vécu aussi comme citoyen. Peut-être dire l'objet de ce livre-là. C'est dans le cadre d'un cours de sciences politiques. La thématique, moi, je donne des titres à mes cours parce que j'ai la prétention d'avoir un propos. Puis le titre du cours, c'était Utopie, dystopie, le point de bascule. Puis je fais réfléchir les étudiants sur le passage du meilleur au pire, quand tu rêves à la société communiste égalitaire puis ça bascule dans un régime totalitaire, ou quand tu rêves que le marché, c'est le meilleur modèle de coopération possible puis ça vient détruire ton quartier, faire exploser les inégalités puis détruire la nature. T'sais. Donc, comment on peut passer du meilleur au pire, du pire au meilleur? Puis, dans le cadre de ce cours-là, j'ai une étudiante, Lilou Seili, qui a fait un essai extraordinaire, écrit dans une sorte de poésie fantastique, puis qui ressassait toutes les notions du cours. Puis j'ai montré ça à Yoac, puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait un propos, là, parce que c'est elle qui aborde la question du terrain vague. Bon, c'est ça. Ce terrain vague-là est à Hochelaga-Maisonneuve. Exact. Vous habitez Ontario Est. Vous habitez le quartier. Exact. Et c'est le projet Remount Logistics qui a défrayé les manchettes. Ce projet-là est en cours encore aujourd'hui? Oui. On pourrait penser qu'il amorce bientôt sa deuxième phase. Là. Donc, Remount Logistics, c'est une immense plateforme de transbordement de conteneurs. Là. En surface, là, à terme, le projet, s'il réussit, parce que nous, on cherche à l'empêcher, c'est à peu près 30 Costco, tu sais, en surface. Là. C'est fou. Sur un territoire... 1000 conteneurs par jour, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. 7 jours sur 7. Et c'est comme, dans le fond, une sorte de prolongement extraterritorial du port de Montréal. Parce que le port de Montréal n'a jamais vraiment dépassé le nord de la rue Notre-Dame. Et là, Remount Logistique, lui, est au nord de la rue Notre-Dame. Puis par voie détournée, donc c'est le in and out des conteneurs vers le port puis hors du port. Et donc, c'est le transport de marchandises. Là, partout. Et c'est un terrain vague que des citoyens se sont appropriés dans une partie de la ville de Montréal qui manque d'îlots de verdure, entre autres. Et là, il y a ce côté organique versus la grande entreprise qui prof de sciences politiques, vous a nourri, évidemment. Exact. C'est comme si là, tout est là. Tu sais, je parlais comme Raoul Duguay. Tout est dans tout. Là. Parce qu'il y a comme... tu sais, moi, j'aborde bien sûr les enjeux de la mondialisation, mais puis au départ, on pourrait se faire dire, c'est comme une lutte de pas dans ma courbe. On veut pas une immense industrie à deux portes d'habitation, de coop d'habitation, de CHSLD. 150 mètres. À peu près, même pas. Je pense que c'est moins que ça. C'est quand même fou, là. Mais finalement, c'est plus que ça, parce que c'est le projet Saint-Laurent du gouvernement Legault. Bon, la beauté de ce livre-là... Bon, je vais tout de suite me tourner vers vous, Joachim Bélanger, parce que le livre est très dense sur le plan conceptuel, sur le plan des idées, mais il est également très dense sur le plan formel, visuel. C'est l'aquarelle, la technique qui est utilisée? Oui, aquarelle, dessin, crayon. Mais est-ce que c'est votre pratique habituelle? Non, c'est ça. C'est intéressant, ça. Oui, c'est ce qui me fait vraiment du bien aussi, là, de sortir. Puis pourquoi ce choix-là? Je trouvais que c'était le médium le plus approprié, puis le plus léger aussi. Je pouvais, pour la première fois... Le plus flexible, en fait? C'est que je pouvais sortir de mon atelier puis faire ça un peu partout, ce qui était jamais arrivé avant. Moi, en général, je peins sur des espèces de grosses plaques de métal. Fait que c'est un peu compliqué. Puis là, c'était très léger. Je pouvais... c'est ça. Donc, les quelques couleurs, crayons, papier, puis un peu partout. Ça a comme été un processus de 3 ans environ là, de faire ce projet-là. Comment là, évidemment, là, c'est le non-lecteur de romans graphiques qui va vous poser la question. Comment
on structure l'élaboration d'un projet comme ça? Parce qu'il faut comprendre, les gens qui n'ont pas lu encore le roman graphique, la première partie, puis je trouve que c'est beau aussi, vous avez parlé de l'essai de Lilou, c'est que vous présentez la jeunesse collégiale d'une façon qu'on entend peu parler, parce que la pandémie, on a beaucoup entendu parler des écrans, d'une jeunesse perdue derrière les écrans. Il y a eu quand même des cas aussi, puis vous avez sûrement constaté la même chose, Jean-Philippe Chénier, en tant que prof, on en a perdu quelques-uns quand même. Ça a été difficile pour... Bon, puis moi, je l'ai vécu d'une certaine façon parce que j'ai un ado. Ouais, moi aussi, mon gars, en pleine pandémie. Il a décroché, mon gars. Il n'a pas décroché, mais ça n'a pas été facile. Et malgré tout, Résister Fleurir nous présente des jeunes vraiment allumés. Tu sais, moi, exemple, j'ai suivi son cours parce que j'avais accès à toutes les Zooms, tu sais. Ah oui? Donc, qui est enregistré. Puis là, finalement, d'écouter ça, j'étais vraiment sur le cul aussi de voir à quel point il y avait des questions pertinentes, qu'il y avait des échanges hyper riches. Donc, tu sais, on a fait traduire toutes les Zooms en texte. Puis, on a pris les meilleurs extraits. Mais... Jean-Félix, vous dites quelque part au début, parce que bon, le livre est subdivisé en 3 chapitres. Vous parlez que vous ne voulez pas être un professeur. En fait, vous avez commencé à enseigner en 2001, en septembre 2001. Ça, j'imagine que ça marque un professeur de Sciences Po. Ben oui, je me rappelle encore que c'est des étudiants qui m'ont appris que les avions venaient de frapper les tours, puis réagir sur le qui-vive, là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est sûr que ça m'a marqué, puis c'était comme, tu avais l'impression d'entrer dans, pas juste sur le plan temporel, dans un nouveau siècle, mais sur le plan du paradigme. Tout à fait, tout à fait. On savait pas ce qu'il y avait de bout de ça. Là. On savait qu'on changeait d'époque, en tout cas. Et vous dites dans Résister Fleurir assez tôt que votre pratique, la pandémie aussi, vous a forcé à réfléchir à votre pratique de prof. Vous aviez l'impression un peu de servir à rien. Ben ouais. Et vous vouliez pas être un professeur. De désespoir. Hein. C'est comme si je cite un peu Nancy Houston qui a déjà écrit un livre là-dessus. C'est que je trouve que, dans le contexte des changements climatiques, moi, je veux dire, je veux pas non plus me mettre à disserter uniquement sur une sorte d'avenir bloqué. Puis j'ai perdu confiance quand même pas mal dans les institutions aussi, si je le dis dès le départ. Hein. Moi, de 2012, ça m'a marqué. J'ai beaucoup milité, moi, pour la réforme du mode de scrutin, puis on s'est-tu fait avoir avec ça? Donc, tu sais, à un moment donné, il y a un risque, c'est que ma perspective, qui effectivement devient de plus en plus sombre, je veux pas la transmettre à cette jeunesse-là qui vit dans une époque encore plus difficile. Fait que c'est pour ça aussi, la thématique utopie, elle permettait de rêver à quelque chose de beau. Puis, ce qui était beau, justement, c'est on a coupé beaucoup de pages dans les échanges étudiants, mais tu te rends compte que l'utopie n'est pas si utopiste que ça parce qu'ils rêvent quand même pas mal à des choses semblables, les étudiants. Fait que, tu sais, c'est pas impossible si tout le monde rêve à la même chose. C'est vrai, fait qu'il y avait quelque chose de beau dans toute la partie sur l'utopie. Puis la partie sur la dystopie est là pour les faire réfléchir ou là où on veut pas aller. Fait que c'est intéressant aussi. C'est comme un avertissement. Vous dites même que l'essai de Lilou, qui parcourt le roman graphique, ça a été un choc et professionnel et personnel. Ouais, parce que d'abord, c'est une écriture extraordinaire. Puis parce qu'il y a quelque chose de très subtil dans son écriture, parce qu'elle n'est pas scolaire dans son approche. Moi, c'est ça que je voulais. C'était un essai que je voulais qu'il fasse, parce que l'essai correspond un peu à l'utopie aussi. Là. C'est une tentative, mais c'est une tentative qui n'est pas totalement terminé. C'est ça un peu la leçon de Robert Musil. L'utopie, c'est pas un but, c'est une direction. Faut pas que ça soit tout fait parce que sinon, ça devient trop rigide. Fait que l'essai, c'est ça. On avance à tâtons. On pose des questions. Mais elle n'était pas scolaire dans son approche. C'était plein de subtilités, mais il y avait toutes les références que j'avais demandé qu'il y ait. Puis ça portait sur le terrain vague. Donc, ça m'a fait connaître ce terrain-là. Moi, je veux dire, j'ai commencé à militer pour la défense de ce terrain-là à la suite de la lecture de l'essai de Lilou. Fait que, c'est une transformation. Là, je suis militant dans cette lutte-là. Vous avez même des t-shirts. Les gens ne voient pas, il y a des t-shirts, il y a de la merch. Si on veut supporter... mobilisation 6600. Cela dit, dans Résister Fleurir, Jean-Félix, vous avez quand même ce souci de pas être dans le dogmatisme. Puis là, j'en parle parce qu'on est dans une panique morale actuellement par rapport aux identités de genre dans les écoles. Mais on entend souvent qu'il se passe des choses troublantes dans les cégeps parce que les profs de gauche... Vous avez eu cette réflexion-là aussi de ne pas tomber dans votre pratique de professeur dans
dans ce côté dogmatique, Ben tout en respectant vos idéaux. Ben oui. Moi, en fait, je dis un peu à un moment donné quelque chose comme je veux accompagner les étudiants dans leurs aspirations. Ça veut pas dire que je vais être complaisant avec eux. Mais non. Je vais les questionner, je vais les confronter, mais je veux quand même être à l'écoute de leurs paroles, puis je veux qu'elles servent aussi à mon enseignement. C'est pour ça que dans le cadre des cours que, tu sais, j'ai donné 3 fois ce cours-là, 3 sessions différentes, là, ben, à chaque session, je faisais lire des travaux des étudiants antérieurs aux éditions subséquentes. Fait qu'ils voyaient un peu le genre de réflexion les meilleurs. Le deuxième chapitre, on sent vraiment que là, on est dans les assises vraiment théoriques qui ont été abordées dans le cours. Et là, Joachim, comment on fait pour illustrer ça? Par exemple, on parle de Jérôme Bosch, on parle de Friedman, de Robert Musil, on parle de la Soma d'Aldous Huxley. C'est quand même des trucs qui sont abstraits. Il faut les illustrer. Ils sont abstraits, mais ils ont tous quand même des référents culturels. Parce que moi, je parle tout le temps de photos quand même. Oui. Donc, tu sais, je me sens... Ah oui, donc de l'image qui a eu déjà sa répercussion dans auprès du public. J'agissais plus comme un documentariste, là, si on veut, qui va aller à la recherche de 1 million d'images, faire des sélections. Tu sais, exemple... le vidéo de Milton Friedman, c'est lui, il explique son truc avec le crayon dans les doigts. Bon, je fais des photos d'écran, je leur dessine. Tu sais, ça a été un travail de documentariste, là, je te dirais. Puis par la suite, c'est de mettre ça ensemble. Mais clairement, le gros du travail, c'était de rendre tout ça cohérent et que ça soit fluide. Et ça Parce qu'il y avait énormément de matériel. Jean-Félix y arrive avec une tonne de notions. Puis, donc, le cheminement pour en venir à ce livre-là, il a été très chaotique, là, si on veut. Mais moi, c'est pour ça que je l'appelle vraiment un essai graphique. Dans cette partie-là, c'est ça. Là. Les images du 6 janvier 2021 sont hallucinantes. Ce que vous avez fait avec des images extrêmement fortes qui ont fait le tour du monde, vous les restituez d'une façon qui nous permet de les revoir. Sous un autre angle. C'est magnifique, vraiment. Bravo. C'est super, merci. Ça a été le point de départ de la BD. C'est les premières images qui ont été dessinées. On trouvait qu'il y avait quelque chose de profondément BDesque à Trump, d'abord. Tout à fait. Et le fameux leader avec son chapeau. Chaman, c'est ça, de chaman. Le QAnon chaman. Et là, après ça, donc vous commencez, j'imagine, à militer. Ben, en fait, avant de faire la BD, on est devenu militant. Oui, c'est ça. Comment ça a pris forme, le militantisme, autour de ce terrain vague-là? Ben, dans le Hochelaga Maisonneuve, il y a déjà une campagne d'affichage qui tapisse le quartier. Là, donc, résister, fleurir, il y a plein de slogans. Le terrain vague restera vague. C'est quoi les autres slogans? Le paysage est politique. Le paysage est politique. À la fin, c'est la forêt qui gagne. Donc, nous, c'est vrai. Comme citoyens, on voit ça jour après jour, puis on savait pas trop c'était quoi. Fraîche à défendre. Là, tranquillement, on a pris conscience du lieu. Puis après, ça a été aussi réellement un attachement qui est né au lieu. Tu te balades là-dessus. Parlons du lieu. La friche, c'est des arbres qui poussent au travers du chemin de fer. C'est de la végétation, une végétation incroyable. Un îlot de paix. Tout le monde est respectueux. Puis là, c'est là qu'après, on est tombé sur la mobilisation 6600, qui, eux, militent comme des enragés là, depuis combien d'années? C'est 2016 qui sont 2016. vraiment... Oui, parce que ce terrain-là a été convoité par Hydro-Québec à une certaine époque. La Ville de Montréal l'a racheté. Là, après ça... Raymond Logistique, qui a acheté à peu près en 2016. C'est là que les citoyens ont dit qu'est-ce qu'ils vont établir là. Puis là, ben, ils ont forcé des consultations publiques, puis ils ont réussi à retarder jusqu'à récemment là, l'établissement de l'entreprise. Il y a 2 grands boisés aussi que, en luttant, dans le fond, on a peut-être en train de perdre une partie du territoire que Raymond Logistique occupe, mais en luttant, on a préservé le boisé Vimont, qui est au bout de la rue Adam, puis une partie du boisé Steinberg, qui est proche de l'Assomption Hochelaga. Puis on veut maintenant les connecter. Donc, c'est une lutte de territoire. Fait que bout par bout, on connecte des territoires, puis on n'abandonne pas. C'est pas parce que Raymond s'est établi qu'il ne crissera pas son camp éventuellement. Parce que d'ailleurs, il y a un passage sur l'expropriation qui est intéressant. Parce qu'on en parle, l'expropriation, présentement, à plusieurs niveaux pour la ligne bleue. Et c'est toujours les mêmes, en fait, qui se font exproprier. Exact. Puis ça, moi, je l'ai posé à Stephen Guilbeault, cette question-là. Je l'évoque. À l'époque, il était ministre ou avant? À l'époque, il était déjà ministre. Là. Puis il a répondu ça. C'est plus compliqué que vous dites. Ben ouais, c'est pas si compliqué que ça d'exproprier la famille Blanchette à Forillon puis d'exproprier les sans-pouvoirs, entre guillemets. Mais exproprier un immense pouvoir privé pour le bénéfice des populations fragilisées, ça, vous le faites pas, par exemple. Voilà.
le silence est assourdissant. Le chapitre 3 nous plonge, on en parle de la résistance de ces acteurs et ces actrices. Est-ce qu'il y a eu des réserves quand vous êtes arrivé dans ce projet-là qui aurait pu être tout à fait normal? On a gardé contact beaucoup avec les gens de la lutte. C'est beaucoup des filles qui sont au cœur de cette lutte-là. Mais ça, on s'en rend compte de plus en plus. Hein? Le rôle des femmes dans ces luttes-là de territoire, on se rend compte que c'est un combat que les femmes mènent. Ouais. Puis, plus efficacement? Ben, il y a quelques pages super belles là-dedans. Écrivez-nous à la maison. Où est-ce que je pense que c'est Lilou qui dit ça dans le chapitre 3. On fait un long dialogue dans la friche, dans le terrain vague, avec des militantes puis un militant. Puis je pense que c'est Lilou qui dit ça, que peut-être que les luttes sont plus durables quand les femmes sont au cœur de la lutte parce qu'elles prennent soin aussi des gens. Elles sont pas juste dans une sorte de militance, elles sont aussi de hey, ça va, t'as-tu mangé? Dans le fameux care. Exact, la bienveillance, prendre soin des autres. Et ça crée, c'est ça, nous autres, qu'on a trouvé, hein, Yoac, c'est une communauté qu'on a trouvée en luttant, en s'impliquant. C'est maintenant des amis, des gens qu'on admire. Là. Quand tu parlais de réticence, au contraire, tout le monde est vraiment qu'est-ce que tu peux amener toi? On va le prendre. Jamais aucune pression de fais quelque chose. Fait que, nous, ça a vraiment été, au départ, ça a été de l'affichage. En art visuel, je me suis dit, OK, on va essayer de créer de la merch, justement. On va créer un visuel qui frappe. Vous me disiez tantôt, Joachim, c'est votre première incursion en BD, roman graphique. Est-ce que, et c'est Félix qui m'a fait, c'est Jean-Félix qui m'a fait remarquer que, est-ce que ça nourrit, est-ce que ça va transformer, en fait, votre pratique d'artiste? Oui, ben c'est sûr. C'est sûr, dans le sens aussi que qu'est-ce que j'ai envie de dire réellement? Tu sais, ça, c'est quand même une question que tu te poses toute ta vie, là. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis et pourquoi tu le dis? Puis ça, il y avait quand même un petit vide, là. Puis j'imagine que, puis là, je connais pas bien je suis pas un gars des arts d'art visuel dans la vie. Moi, je suis très beaucoup, ça se passe par l'oreille ou par la lecture. Bon, j'imagine qu'on est souvent dans le ressenti, l'émotion, l'abstraction, jouer simplement sur le plan formel avec le matériau. Là, forcément, vous êtes obligé de partir d'un matériau qui existe, c'est-à-dire des idées, un lieu, des gens. J'imagine que ça va forcément changer un peu votre façon par la suite de travailler. Je crois que ça l'a déjà transformé maintenant. Juste exemple, d'écrire puis de demander une demande de bourse au Conseil des arts. Tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, mais pour ça va être bon. Puis là, ça a ouvert ces portes-là, mais dans le sens aussi de projets qui sont plus... parce que tu fais pas ça pour l'argent de BD. Hein. Non. Donc, tu sais, il faut... Contrairement aux arts visuels, qui sont super payants pour tout le monde. Voilà. Mais non, c'est ça. Mais par contre, en art visuel, tu peux espérer avoir une vente puis faire X montant, tu sais. Tandis que là, la BD... Tu peux rentrer dans le grand circuit. C'est ça. Tu peux espérer rentrer dans le grand circuit. Exactement. Et là. Est-ce que vous y êtes dans ce circuit-là? Pour certains. OK. Pour d'autres, non. Mais fait ce médium-là vous a quand même nourri. Ça me nourrit, mais vraiment, vraiment. Tu sais, en fait, moi, ce que je trouve génial avec ça, c'est de pouvoir rentrer dans l'intimité de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, exemple, je fais de la peinture. Ben, la peinture s'adresse aux privilégiés qui ont de l'argent. Tout à fait. Puis ça a toujours été ça, un dilemme quand même de moi, je veux m'exprimer au plus de monde possible puis vouloir dire quelque chose. Et ça, le médium de la BD, je trouve que c'est une des meilleures façons. Tout à fait. Donc, on peut aller loin. En tout cas, je sens que sur le plan artistique, on peut aller loin. On peut aller extrêmement loin. On peut cool, dire même beaucoup de choses. Ouais. Et tu sais, le roman graphique ou la BD, en fait, c'est que tu peux faire un film de 500 millions avec une table à dessin puis un petit et qui vont peut-être devenir un film. Oui, et il y en a question d'ailleurs aussi pour Résister Fleurir. Ah ouais? Oh! Il y en a question. Mais série télé ou un film? C'est en développement, mais il y a du monde qui sont intéressés à peut-être faire un projet. Là, attention, arrangez-vous pas pour que cet îlot-là devienne ultra fréquenté, qu'on en fasse un parc d'attractions.
Avec des t-shirts. Oui, mais ça serait des tasses. Ça serait quand même déjà mieux qu'un gros stationnement à plein de containers. Tout à fait. Snack bar chez Raymond. On a envie d'aller le voir, ce terrain-là. Quand on lit Résister fleurir, on a vraiment envie. C'est peut-être le geste politique le plus simple à faire, c'est d'aller marcher sur ce terrain-là. Ouais. On rappelle, il est où exactement? Au bout de la rue Ontario-Ouest, vous rentrez par... juste après Vio. Ontario se termine, puis un petit rond-point. Je vous le dis, il y a du monde qui nous écoute. Là. Watch out. Mais c'est parfait. C'est une bonne place pour promener son chien, faire un petit jogging. Est-ce qu'il y a du stationnement? Oui! Est-ce qu'on peut y aller en auto? Il y a même une station Bixi pas loin. Ah, mais là, extraordinaire. Messieurs, Jean-Félix Chénier, Joachim Bélanger, merci de nous présenter. Puis c'est une première, je pense. J'ai jamais parlé de roman graphique. J'aimerais plus le faire. Il y a toute une confrérie au Québec. Je sais. Résister fleurir, c'est disponible dans toute librairie indépendante. Achetez pas ça chez Costco. Hey, merci. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de la balado. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette œuvre audiophonique. Godefroy Laurando, Mathieu Bellil, Sarah-Louise Pelletier-Morin, Jean-Félix Chénier et Joachim Bélanger. Et je remercie aussi quelqu'un que vous n'avez pas entendu, mais qu'en même temps, vous avez entendu, Benoît Paradis, qui m'a écrit la semaine dernière pour me parler un peu de la qualité sonore de la balado. Et c'est intéressant parce qu'il m'a pas dit « c'est vrai, ça sonne vraiment pas bien ». Mais je fais le montage depuis l'an dernier seulement. Ça va bien, mais c'est vrai que des fois, sur le plan du son, de l'égalité d'un segment à l'autre dans le même épisode, des fois, il y a des variations, tout ça. C'est vraiment un métier de faire du montage audio et je suis en train de l'apprendre. Et il m'a offert son aide pour peaufiner, faire ce qu'on appelle en bon français du fine-tuning. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça a apparu, les enseignements qu'il m'a offerts. Il va y avoir encore une petite période d'amélioration parce que j'étais un peu intense dans la vie, vous vous en doutez peut-être. On ne décide pas de complètement arrêter et de fumer et de boire de l'alcool parce qu'on n'est pas intense. Alors, cette intensité-là est encore là. Et j'ai envie vraiment, des fois, de la faire vivre au niveau de la qualité sonore de cette balado qui a encore de l'espace pour se bonifier. Puis, paf, tombe un peu du ciel ce courriel d'un auditeur de balado. Alors, Benoît Paradis, je te remercie du temps que tu as pris. On va encore jouer avec certains réglages, mais je pense que, en tout cas, ça va être beaucoup plus... il va y avoir moins de surprises, des fois, dans vos oreilles, d'un segment à l'autre, avec des fois des bouts... où ça sature, et bon, c'est des technicalités, mais tout ça pour dire que c'est vraiment, vraiment apprécié. Et Benoît, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un trio aussi, qui s'appelle le Benoît Paradis Trio, et j'ai envie de terminer l'épisode avec une pièce du dernier album. C'est leur 3e album qui a eu de bonnes critiques, entre autres dans Le Devoir. Il n'y a pas si longtemps, ça fait pas longtemps que l'album est sorti. L'album s'appelle La tête ailleurs. Et la pièce que je vous offre, c'est la pièce Dans le bois, qui est un petit clin d'œil aussi à ce qui se passe dans le Boisé Steinberg, dans ce qu'on a parlé avec l'essai graphique Résister et fleurir. Évidemment, vous allez voir, la chanson est un peu plus humoristique que ce qui se passe réellement dans ce terrain vague de Hochelaga Maisonneuve. Mais avec le titre, je trouvais que c'était un beau clin d'œil et ça a montré un peu ce que fait le Benoît Paradis Trio. Si vous avez envie de vous y plonger, c'est disponible sur les plateformes audio. Et ils ont un Bandcamp, si ma mémoire est bonne. En fait, ils ont un site web, benoitparadistrio.com. Donc voilà, c'est un coup de chapeau que je fais à Benoît qui fait partie de la communauté des auditeurs et qui me donne un coup de main pour que ce projet soit le plus parfait possible, tout en ne l'étant pas. Parce que c'est pas bon d'être trop parfait. Voilà. Hey, merci tout le monde. Je vous rappelle, la campagne de financement est en cours, ça va très bien. Vous répondez à l'appel. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, fredsavard.com. Je vais vous en parler de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Alors qu'on venait tout juste de partir vers la forêt, au bout de la rue, le soleil s'est caché. Le ciel est venu tout gris, foncé. D'un coup, le blizzard nous est tombé dessus. D'un coup, le vent voulait tout arracher. Crier sa fureur dans les fils électriques. Ça commençait à peine, c'était déjà fini. On a repris les pelles quand le soleil est ressorti.
On a tué notre vie, même s'il faisait moins 20. Il a fallu qu'on se fasse booster par les voisins. On était prêts à décoller, mais les roues spinaient dans le beurre. Tristement, t'es sorti pousser le char, la face dans le pot d'échappement. Au moins 3 heures après, on était dans le bois. Le soleil se couchait, puis on s'attendait pas à partager le sentier avec une armée de skidoo qui défilait dans un bruit d'un chainsaw et parfumait d'essence la forêt. On a fait demi-tour, puis on s'est chicané. Notre journée dans nature, c'était plutôt raté. On était écœurés, puis il a fallu repelleter.